comment se lancer et quelles sont les erreurs à éviter lorsqu'on se lance en entrepreneuriat. Qu'importe l'endroit du monde, que ce soit au Cameroun qui n'est qu'un petit quartier, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit même en Occident, l'entrepreneuriat c'est une science qui peut s'appliquer qu'importe l'endroit du monde où on se trouve. La seule chose à faire, c'est de tropicaliser ses connaissances par rapport à l'environnement, par rapport à la culture, par rapport aux mentalités et surtout par rapport au contexte social et économique du pays dans lequel on est. Et si on réussit à le faire, en fait, qu'importe le pays dans lequel on se trouve, on a la capacité de pouvoir saisir des opportunités et gagner de l'argent. Mais avant qu'on entre dans la thématique du jour, il y a certaines thématiques que je voudrais qu'on aborde ensemble. Déjà, la première thématique, c'est par rapport à certaines publications que j'ai eu à faire il y a de cela quelques jours sur ma page, notamment des publications assez claires que je faisais sur des thématiques comme la religion, des thématiques comme l'amour par exemple, comme le fait de devenir riche en vendant l'eau en sachet ou alors en vendant les arachides, etc. Ça a été très émouvant et amusant même pour moi de voir les réactions. Ça montre qu'effectivement, ce sont des thématiques qui touchent des gens, ce sont des thématiques qui peuvent parfois pousser les personnes à devenir violentes. Parce que je prends peut-être l'exemple de la publication de ce matin où j'ai mis, ou plutôt posté, l'image d'une dame qui était en train de prier, en fait, la Vierge Marie. D'après ce qu'on raconte dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui sont acharnés. Vraiment, Claudel, parle de l'entrepreneuriat, laisse la religion, vraiment. Pourquoi tu fais ça? Je te respectais avant, maintenant je ne te respecte plus. Pourquoi tu nous tortures? Pourquoi? Il faut croire, il faut croire. Et ça me plaisait beaucoup de voir ces commentaires, ça me plaisait beaucoup de savoir que je vous ai touché. Ça me plaisait de savoir qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont marquées par cette thématique-là parce que ça les touche au plus profond de leur chair. Et en fait, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas désolé et j'en ai rien à foutre que ça vous gêne ou que ça vous énerve. Si ça ne vous plaît pas, vous quittez de ma page et vous allez vous abonner sur la page du pape ou sur la page des imams. Ils vont vous prêcher la Bible, l'islam, le Coran là-bas. Sur ma page, moi, je ne parle pas de la Bible, je ne parle pas du Coran. Et si ça ne vous intéresse pas, vous quittez de ma page, tout simplement. Donc, je ne suis pas désolé de mes publications. Je vais en faire davantage. Peut-être les textes ne suffisent même plus. Je vais commencer avec les vidéos bientôt, encore plus choquantes, pour vous faire comprendre que c'est ça la diversité. Je ne comprends pas comment les gens n'acceptent pas la diversité. La diversité d'opinion, la diversité de culture, la diversité de pouvoir penser. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, j'aime mon point de vue, j'aime mon opinion. Je ne suis pas en train de vous demander d'avoir la même opinion que moi. Je n'en ai pas besoin. Je partage mon opinion, ce qui fait partie de mon droit aussi. Du moment où ça respecte le droit du pays dans lequel je suis. Pays ici, c'est l'Afrique parce que le Cameroun n'est qu'un petit quartier. Donc, vous ne pouvez pas m'empêcher d'avoir mon opinion. Vous ne pouvez pas m'empêcher de trouver que c'est stupide de procéder d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Si la manière de procéder que vous appliquez au quotidien vous permet d'avoir des résultats, ben faites-le. Qui suis-je pour vous dire ce que vous devez faire? Qui suis-je pour vous dire la religion à laquelle vous devez adhérer? Qui suis-je pour vous dire qui vous devez suivre? Non, je ne suis rien, je ne représente rien. Je partage juste mon point de vue. Je partage mon opinion. Maintenant, vous devez pouvoir aussi respecter mon opinion comme je respecte la vôtre. Donc, c'est assez amusant de voir des gens qui se fâchent, qui débattent. Parce qu'ils ne savent pas que quand moi je fais une publication, pendant que vous êtes en train de débattre, moi je suis en train de réfléchir sur comment gagner de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc moi je suis pas en train de faire des publications pour débattre en longueur de journée. Que non, j'ai raison, tu as tort, tu es monté, tu es descendu. Non, non, non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Vous allez me dire que non, ce n'est pas seulement l'argent qui fait le monde. Il y a aussi l'amour, il y a aussi le prochain, l'amour du prochain. Oui, vraiment. Moi, j'accepte, hein, vraiment. Vous avez le droit de trouver que l'argent ne fait pas tout. Vous avez le droit de trouver qu'il faut aimer son prochain. L'argent n'achète pas tout. C'est de votre droit et je ne refuse pas ça. J'accepte votre droit de penser ainsi. Acceptez aussi mon droit de dire que c'est du bullshit. Acceptez aussi ça. Acceptez que je le dise aussi. Parce que moi, j'accepte. Moi, je ne viens pas sur vos pages. Je ne suis pas encore allé sur la page du pape pour dire au pape que vraiment tu racontes des bêtises. Oh, Jésus est monté, descendu. Non, c'est son point de vue. Pourquoi moi, je vais refuser son point de vue? Il a sa page. Il dit que lui, il aime Jésus. Il prie Jésus. Il est le représentant de Dieu sur terre. D'ailleurs, chaque année, il fait la mise à jour de la Bible. Parce que si vous avez déjà remarqué, on fait la mise à jour de la Bible régulièrement.
Moi, j'ai parfois fait cette expérience-là où je télécharge l'application Bible dans mon téléphone. Et quand je télécharge l'application, je suis surpris un jour, on me dit qu'il y a la mise à jour. Donc, le Play Store ou alors l'App Store, parce que j'utilise Apple, me dit que, gars, il y a la mise à jour de la Bible qui est disponible. Mais la question que je me pose souvent, c'est, mais comment est-ce que Dieu revient encore pour faire la mise à jour alors qu'on attend son fils depuis, il ne vient pas? Parce que quand vous dites qu'il y aura la mise à jour, ça veut dire que vous allez changer la parole de Dieu. C'est ça? Donc, il y a des gens qui changent la parole de Dieu. Parce que comment ça se fait qu'il y ait la mise à jour de la parole de Dieu? C'est Dieu qui vient en songe pour leur dire, mon fils, je m'étais trompé sur Marc 2 là. Vraiment, il faut aller changer ça. Mettez plutôt ça au lieu de mettre ça. C'est quand même bizarre, hein? Vous trouvez ça normal qu'il y ait la mise à jour de la Bible? La mise à jour. Faites l'expérience, téléchargez l'application Bible dans votre téléphone et vous allez vous rendre compte que régulièrement, on vous dit qu'il y a la mise à jour. Je sais que les informaticiens vont me sauter dessus. Ils vont me dire non, la mise à jour, ce n'est pas seulement le contenu. Peut-être c'est la stabilité, peut-être ce sont les serveurs, peut-être c'est parce que les gens envoient trop de requêtes et puis il faut peut-être optimiser l'application parce qu'elle est lente, machin. Non, ce n'est pas seulement ça. Même le contenu de la Bible change. Parce que je le dis en connaissance de cause. Moi, j'étais servant de messe pendant plus de 10 ans. Moi, j'ai lu la Bible à l'église parce que j'étais lecteur aussi. Et la Bible changeait. La preuve, c'est que régulièrement, on nous apportait de nouvelles Bibles parce que le contenu était différent. On nous faisait comprendre qu'on a actualisé le contenu. On a essayé de revoir certains aspects qui n'étaient pas très bien compréhensibles. On a essayé d'adapter le contenu par rapport à notre époque. Mais la question que je vais me poser, c'est ceux qui sont en train de mettre la Bible à jour là, c'est Dieu qui leur parle pour leur dire que mettez ça à jour. C'est quoi en fait? Mais ce n'est pas parce que j'ai mon point de vue que je dois aller contre le point de vue des autres. Non, je respecte le droit. Je respecte la liberté qu'ont les autres d'avoir leur point de vue. Chacun est libre d'adhérer à la religion qu'il veut. Et il y a beaucoup de gens qui me disaient non, la spiritualité c'est important, mais la spiritualité ce n'est pas la religion. Peut-être je vais même faire toute une messe dessus pour que vous puissiez comprendre quelle est la différence entre la spiritualité et la religion. D'ailleurs, dans une de mes formations qui s'appelle 1 mois pour devenir mon propre patron, qui est d'ailleurs en promotion ce week-end, c'est-à-dire entre le 21 et le 24 août 2020, à 25 € ou à 10 000 francs. Si vous êtes intéressé, écrivez en commentaire. Je suis intéressé par l'offre du week-end du 21 au 24 août. C'est ma formation 1 mois pour devenir mon propre patron. Et dans cette formation, il y a un module où je parle de la spiritualité et de l'entrepreneuriat. Et dans ce module, je vous explique la différence déjà qu'il y a entre la spiritualité et la religion. La religion, ce n'est pas la spiritualité. Et il y a des gens qui venaient dire vraiment la spiritualité, c'est important. Et là, ça me permettait de comprendre qu'en fait, ils appliquent des choses même sans comprendre de quoi il s'agit. Donc, je ne veux pas entrer dans le débat de non, tout le monde doit appliquer ceci, tout le monde doit appliquer cela. Non. Moi, je ne vais jamais aller sur la page du pape pour dire au pape que ne prie plus, ne fais plus le rosaire, ne fais plus le je vous salue Marie. Non. Je respecte le droit du pape de croire en ce qu'il veut. Je ne vais pas aller sur la page d'un imam, dire que vraiment Allah c'est des bêtises. Non, je ne vais pas le faire. Je respecte son droit. Parce qu'il a le droit de croire en ce qu'il veut. Vous-même qui suivez ce direct, si vous voulez croire au poteau, mais croyez au poteau. Qui suis-je pour vous enterrer, pour vous empêcher de croire au poteau? Vous pouvez prendre un poteau. Chaque matin, vous dites au poteau que vraiment le poteau fait quelque chose pour moi. Il faut que je gagne de l'argent aujourd'hui. Il y a déjà beaucoup de chômage. Le Covid, vraiment, on m'a viré au travail. Aide-moi à trouver le travail. Vous pouvez croire au poteau. C'est votre droit. C'est votre droit. Qui suis-je pour vous dire de ne plus croire au poteau? Vous pouvez donner les offrandes au poteau chaque matin. Vous prenez le riz, vous prenez les arachides, vous prenez les poulets, vous prenez le porc, vous tranchez la tête, vous le mettez sur le poteau. Et le poteau, vous lui dites que vraiment, voilà les offrandes que je suis venu te donner là. Vraiment, fais quelque chose pour moi. Bénis mon travail tout au long de la journée pour que je puisse saisir les opportunités. Mais je ne peux pas vous empêcher de faire ça. C'est votre droit. Vous pouvez faire des prières au poteau chaque matin. C'est votre droit. Qui suis-je pour vous empêcher de croire au poteau? C'est aussi ça la liberté. C'est aussi ça la diversité. Il faut accepter la diversité. Nous ne sommes pas tous les mêmes. On n'a pas bénéficié du même patrimoine génétique. On n'a pas grandi dans le même environnement. On n'a pas bénéficié des mêmes connaissances. C'est tout à fait normal que nous n'ayons pas les mêmes sensibilités. Et moi, je respecte ça. Mais sauf que finalement, c'est ceux-mêmes qui disent qu'ils croient en Dieu, que l'amour est plus important que l'argent. En fait, ce sont eux-mêmes qui sont radicaux.
Parce que c'est eux qui viennent me dire comment je suis un idiot, comment je suis monté, descendu, comment je dois faire l'entrepreneuriat et laisser la religion parce que je ne comprends rien à la religion. Ce sont eux qui viennent m'insulter. Alors comment je ne savais même pas qu'ils existent. Donc, faites ce que vous avez à faire si ça vous produit des résultats. Si vous pratiquez votre religion et ça vous permet d'atteindre vos objectifs, mais faites-le. Claudel est qui pour vous dire d'arrêter votre religion? Moi, je suis qui? Je représente quoi pour vous dire d'arrêter votre religion et vous arrêter? Je ne représente rien. La seule chose que je dis, c'est que moi aussi, je l'ai fait pendant plus de 20 ans. Et lorsque j'ai arrêté de le faire, ce que j'ai réalisé en très peu de temps, ça dépasse ce que j'ai réalisé tout au long de ma vie et j'ai décidé d'arrêter parce que pour moi, c'était du bullshit. Ça, c'est mon point de vue personnel. Et mon point de vue, vous ne pouvez pas m'empêcher de partager mon point de vue sur ma page personnelle. Parce que je suis le patron de ma page. Peut-être c'est ça que les gens ne savent pas. Je dis ce que je veux sur ma page. Du moment où ça cadre avec la loi du pays dans lequel je suis. Du moment où je ne calomnie pas les gens. Du moment où je ne dis pas des choses que je ne peux pas démontrer. Du moment où je n'entre pas dans des débats futiles et stupides. Je partage mon point de vue sur ma page où c'est moi qui suis le patron. C'est ma page quand même encore. Je pense que ça porte encore mon nom. Donc, je peux partager mon point de vue. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, c'est-à-dire que si mon point de vue, vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il y a déjà un principe de base en science. Parce que la particularité de la science, c'est qu'on n'a pas vocation à être d'accord sur tout. C'est pour ça que quand je partage mon point de vue, je ne m'attends pas à ce que quelqu'un soit d'accord avec moi. Non. Puisque la personne n'a pas grandi dans le même environnement que moi. La personne n'a pas le même patrimoine génétique que moi. La personne n'a pas vécu les mêmes frustrations que moi. La personne n'a pas la même expérience du divin que moi. Donc, c'est tout à fait normal que la personne n'ait pas le même point de vue que moi sur certains sujets. C'est normal. Ça ne doit pas faire l'objet des débats. Ça ne doit pas faire l'objet d'une guerre. Comme si on devait se détester. Non. Moi, j'accepte la diversité d'opinion. D'ailleurs, j'aime souvent le dire. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Je vais le redire une autre fois. Nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, étant donné que nous n'avons pas le même patrimoine génétique, nous n'avons pas grandi dans le même environnement, nous n'avons pas bénéficié des mêmes connaissances, ça fait en sorte qu'il y a des choses que je connais et que vous ne connaissez pas. Comme aussi, il y a des choses que vous connaissez et que moi, je ne connais pas. C'est la raison pour laquelle le proverbe dit « Nous sommes tous ignorants, mais pas de même chose. » C'est donc la raison pour laquelle il est important d'écouter l'autre. Il est important d'écouter le point de vue de l'autre, d'observer le comportement de l'autre. Parce que l'autre, c'est une autre manière de me voir moi. Parce que l'autre n'a pas eu les mêmes expériences que moi. Donc, quand je l'écoute, quand je l'observe, quand je vois ce qu'il fait, ça me permet de mieux comprendre une autre version de la vie. Parce que nous n'avons pas la même vision de la vie. C'est de ça qu'il s'agit. Nous n'avons pas la même vision de la vie. Donc, il est important de prendre en considération ce que les autres font, d'écouter ce que les autres disent, de s'en inspirer, de faire sa propre expérience. Et à partir de là, vous pourriez dire, voilà, j'ai pu comprendre ce que les autres font. Peut-être je pourrais aussi expérimenter ça chez moi, si ça fonctionne. Mais n'essayez jamais de vouloir devenir comme les autres, de faire la même chose que les autres. Non, ne le faites jamais. Parce que les autres, ce n'est pas vous. Les autres n'ont pas vécu les mêmes choses que vous. Les autres n'auront jamais le même parcours que vous. Même si vous avez grandi dans la même maison, même si vous êtes jumeaux homozygotes, vous n'aurez jamais la même vision de la vie. Donc, ne soyez pas complexés par rapport à ce que les autres disent. Ne vous sentez pas forcément influencé par rapport à ce que les autres font. Faites ce que vous avez à faire si ça vous apporte des résultats. Ça veut dire, si vous vous fixez un objectif comme le fait de « je veux gagner 1 million à la fin de chaque semaine », ça peut être ça votre objectif. Il faudrait qu'à la fin de chaque semaine, je génère un chiffre d'affaires de 1 million. Ça, c'est votre objectif. Si les actions que vous posez au quotidien vous permettent d'atteindre cet objectif de générer un chiffre d'affaires de 1 million, mais faites-le. Si c'est en priant le poteau que vous réussissez à générer 1 million chaque semaine, mais si quelqu'un comme Claude vient vous dire ne prie plus le poteau, mais dites-lui
dégage avec tes histoires. Moi, je ne veux même plus écouter ce que tu dis. Parce que ce que je suis en train de faire, le poteau que je suis en train de prier, les offrandes que j'ai données au poteau là, ça m'a permis d'atteindre mon objectif de gagner 1 million par semaine. Là, j'ai juste pris un objectif financier. Ça peut être un objectif qui est de tout ordre, de tout autre ordre. Ça veut dire que peut-être votre objectif, c'est de trouver un emploi. Si vous êtes en train de rechercher un emploi, et le fait de prier sur le poteau vous permet de trouver l'emploi plus facilement. Et chaque fois que vous priez sur le poteau, vous trouvez l'emploi facilement, ou vous aidez les gens à trouver des emplois facilement en priant sur le poteau. Mais c'est magnifique. Priez sur le poteau et ne permettez à personne de vous empêcher de prier sur le poteau. Parce que le poteau que vous êtes en train de prier là, ça vous permet d'atteindre vos objectifs. Pourquoi vous allez arrêter de prier le poteau? C'est que quand vous allez même voir un gars comme Claudel dit que vraiment prier sur le poteau, ça ne sert à rien. C'est inutile, c'est du bullshit. Vous allez lui dire, mon frère, ça c'est ton point de vue là-bas. Moi, je prie sur le poteau et ça me permet de gagner de l'argent. Ça me permet d'avoir une famille stable, à réaliser mes rêves et de transformer mes rêves en réalité. Oui. Là, en fait, vous n'auriez même pas le temps de venir sur ma page et dire que, mais pourquoi tu dis qu'il ne faut plus prier sur le poteau? Parce que vous seriez tellement occupé à prier sur le poteau, à atteindre vos objectifs, que vous n'auriez pas le temps de venir dire que, et de débattre. Et que vous faites un commentaire, quelqu'un répond, vous venez encore répondre, quelqu'un répond, vous venez encore répondre. Pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et qui est? Vous travaillez donc à quel moment? À quel moment? Maximum qu'il faut faire. Mais une chose d'importante, c'est de toujours vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de faire me permet d'atteindre mes objectifs? C'est la seule question que vous devez vous poser. Si ça vous permet d'atteindre vos objectifs, si ça vous permet d'être en harmonie avec vous-même, n'arrêtez pas de le faire. Continuez de le faire et continuez davantage de le faire. Par contre, si à un seul instant de votre vie, vous vous rendez compte qu'il y a des actions que vous posez et qui ne vous permettent pas d'atteindre vos objectifs, ce que vous devez faire, c'est de vous arrêter et de vous poser la question, est-ce qu'il ne faut pas faire les choses différemment? Est-ce qu'il ne faut pas penser les choses différemment? Est-ce que le poteau que je suis en train de prier chaque matin là, est-ce que le temps que je mets pour prier le poteau là, est-ce que je ne peux pas prendre ce temps là pour travailler différemment pour atteindre mes objectifs, ou alors pour aller chercher la femme que je cherche depuis, pour chercher le travail que je cherche depuis, pour modifier mes stratégies? Est-ce que je ne dois pas changer de méthode? C'est ce que vous devez faire. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que j'ai fait. Moi aussi, j'ai prié les poteaux. Moi aussi, j'ai fait des rosaires. Moi aussi, j'ai allumé l'encens. Je dormais dans l'encens en priant, en disant vraiment, le poteau, délivre-moi. Fais quelque chose, fais un miracle, fais un miracle. Moi aussi, j'ai fait ça. Je ne sais même pas s'il y a les gens qui ont fait ça comme moi, comme les gens qui bavardent là. Moi, j'ai fait ça moi, je partais à l'église 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je partais à l'église avant d'aller à l'école. Et un jour, je me suis dit, mais attends. Le poteau qu'on prie chaque matin là, est-ce que ça marche? Parce que moi, vraiment, je ne vois pas les résultats sur moi. Et bizarrement, un jour, j'ai décidé de remettre en question le poteau. Et je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas faire différemment? Et depuis le jour où je me suis posé cette question, je me suis lancé en entrepreneuriat. Et ce que j'ai réalisé jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore minuscule. Ça ne représente rien. Parce que je ne représente encore rien. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit, est-ce que tu es un milliardaire? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Je ne suis pas milliardaire, mais je veux le devenir. C'est pour ça que je n'ai plus le temps pour être sur le poteau. Je n'ai plus le temps du poteau. Donc le temps maintenant, je le consacre à des choses beaucoup plus stratégiques, comme de partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Et nous allons donc entrer dans le thème du jour. Alors le thème du jour, c'est l'entrepreneuriat, comment se lancer et quelles sont les erreurs à éviter. Donc voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'entrer dans ce thème, il est question de planter le décor. Planter le décor, c'est déjà de vous faire comprendre un élément qui est extrêmement important, que j'appelle le processus évolutif. Le processus évolutif. Alors, c'est quoi le processus évolutif? Vous allez vous rendre compte que lorsqu'un enfant naît, à la naissance, l'enfant dépend de ses parents. L'enfant dépend de ses parents. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce sont les parents qui vont laver l'enfant.
ce sont les parents qui vont alimenter l'enfant. Ce sont les parents qui vont porter l'enfant. Parce qu'en fait, l'enfant n'a pas la capacité de pouvoir se laver lui-même, notamment lorsqu'il est encore un nourrisson. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'enfant dépend de ses parents à la naissance. Un nourrisson dépend de ses parents. Un enfant dépend de ses parents. Ce sont ses parents qui font tout pour lui. Je vais même aller plus loin. Parce que même dans le ventre encore, c'était même encore très grave. Parce que dans le ventre, l'enfant, lui, il est là, il ne respire pas. Il est là au calme dans le ventre. La maman fait tout pour lui. C'est la maman qui le nourrit à travers le cordon ombilical. C'est la maman qui le protège avec son ventre, etc. Donc, l'enfant dépend totalement de sa mère déjà quand il est dans le ventre. Ce qui se passe pendant l'accouchement, c'est quoi? C'est que l'enfant quitte de la filière génitale et il se retrouve dans l'environnement extérieur. Et quand l'enfant se retrouve dans l'environnement extérieur, il y a quelque chose de magnifique qui se produit. C'est que l'environnement extérieur lui fait comprendre que mon frère, tu n'es plus dans le ventre. Maintenant, tu vas respirer toi-même. Ce n'est plus ta mère qui va te donner les nutriments, l'oxygène. Non, tu vas respirer maintenant toi-même. Et il commence à pleurer parce que ses poumons commencent à fonctionner. C'est douloureux. Il dit, mais c'est même quoi ça? Moi, j'étais dans le ventre là-bas tranquille. J'étais au calme. Comment est-ce que maintenant je dois respirer moi-même? Mais l'environnement lui dit non, ce n'est même pas seulement la respiration que tu dois faire toi-même. Maintenant, tu dois manger toi-même. Parce que quand tu étais dans le ventre, c'est ta mère qui te nourrissait avec le cordon ombilical. Maintenant, tu dois pouvoir manger toi-même. Donc, on va mettre la nourriture, on va mettre d'abord le téton dans ta bouche. Tu vas prendre le lait et progressivement, tu vas commencer à prendre d'autres aliments semi-liquides, semi-solides, solides, etc. Donc, tu vas te nourrir toi-même maintenant. L'enfant dit que, mais c'est même quoi ça? Moi, j'étais au calme dans le ventre là-bas. Maintenant, vous me dites d'abord que je dois respirer moi-même. J'ai d'abord pleuré, fatigué. Après, on me dit que je dois manger moi-même. Mais l'environnement lui dit, mon fils, ce n'est même pas fini. Ce n'est pas seulement manger et respirer. Maintenant, tu dois réguler ta température toi-même. Après, tu vas marcher toi-même. Après, tu vas trouver de quoi manger toi-même. Oui, tu dois pouvoir le faire toi-même. En fait, tu dois te battre toi-même. Après même, tu dois même quitter la maison, aller vivre toi-même. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Et ce que je suis en train d'expliquer est très important par rapport au thème du jour. Parce que c'est ça qui construit en nous l'esprit de sécurité. Parce que l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre, il est en sécurité. Il est protégé. Dans le ventre de sa mère, il est protégé. Il est protégé, il est nourri. Il est encadré. Il n'a pas besoin de se soucier de qu'est-ce que je vais manger, comment est-ce que je vais respirer. Non, il ne se soucie pas de ça. Il n'a pas le bailleur. Il n'y a pas le bailleur qui est là pour lui dire que mon ami, tu dois payer le loyer. Vraiment. D'ailleurs, j'habite même à côté de toi. Je vais enlever ta porte. Comme ça, tu ne vas même plus entrer à la maison tant que tu ne payes pas le loyer. Il n'a plus tous ces problèmes. Mais le premier choc de l'enfant, c'est lequel? Le premier choc de l'enfant, c'est lorsqu'il quitte du ventre, il se retrouve dans l'environnement extérieur. Et l'environnement extérieur lui fait comprendre que tu vas commencer à respirer toi-même. Tu vas commencer à manger toi-même. Tu vas commencer à réguler ta température toi-même. Tu vas commencer à marcher toi-même. En fait, tu vas commencer à te gérer toi-même. Et qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un bouleversement sur le plan du psychisme de l'enfant. Sur le plan de l'aspect conscient, de l'aspect inconscient, de l'aspect subconscient, ça modifie brutalement la psychologie de l'enfant. L'enfant comprend que, attention, je suis quitté d'un environnement où j'étais en sécurité dans le ventre et je suis allé dans un environnement qui est radicalement différent, où c'est beaucoup plus difficile, où je dois manger moi-même, je dois réguler ma température moi-même, je dois respirer moi-même. Et ça laisse une séquelle dans le cerveau. La séquelle, c'est laquelle? Ça fait comprendre à l'enfant que désormais, il faut éviter tous les changements brusques. Parce que voilà la preuve. Nous, on était dans le ventre au calme. On était dans le ventre tranquillement. Nous, on n'avait pas de problème. Maman s'occupait de nous. On est sorti du ventre. Tu vois comment ça a changé? Tu vois comment c'est devenu dur? Tu vois comment il faut manger soi-même? Tu vois comment il faut se battre? Tu vois comment les gens sont violents? Il faut combattre pour pouvoir s'en sortir. Vraiment, désormais, chaque fois qu'il y aura un changement brusque qui veut se produire, nous, on va te protéger pour que tu n'ailles pas vers ce changement-là. Parce que le premier changement-là, c'était trop brutal. C'était trop violent. C'est ça qui fait donc quoi?
C'est ça qui construit dans une zone de confort. Ça vous construit une zone de confort. C'est la raison pour laquelle chaque fois que vous allez vouloir radicalement changer de situation, votre subconscient va vous dire non. Votre cerveau va vous dire non. Pourquoi tu veux changer? Ce sera violent, ce sera brutal, ce sera difficile, ce sera pénible. Nous, on est déjà au calme ici. Pourquoi tu veux qu'on change? Tu ne vois pas comment on a changé lorsqu'on était dans le ventre. Et en sortant du ventre, c'est devenu difficile jusqu'à ce que tous les jours on doit souffrir. Non, restons dans notre zone de confort. Ça ne sert à rien de changer. Pourquoi tu veux quitter ton emploi pour te lancer en entrepreneuriat? Nous, on est déjà tranquille ici. On connaît déjà le travail à faire. On connaît déjà exactement comment faire pour être excellent, pour être performant dans notre travail. On sait déjà exactement comment faire pour gagner notre argent. À la fin du mois, il suffit juste de remplir notre feuille de route ou alors notre fiche de poste, de bien faire notre travail. Et à la fin du mois, le patron nous paye. Pourquoi tu veux qu'on quitte de là pour aller se lancer dans un endroit où on a un client? Pourquoi tu veux qu'on fasse ça? C'est trop difficile. C'est trop nouveau. Non, vraiment. Ne faisons pas ça. Restons dans le salariat. C'est la même chose qui va se produire. Lorsque vous seriez par exemple dans un foyer où vous ne vous sentez pas à l'aise, on va vous dire, mais mon frère, mais ma soeur, pourquoi l'inconnu? Au moins ici, on connaît. Même si on te bastonne tous les jours, reste là. Au moins ça, tu connais. C'est mieux un diable qu'on connaît au lieu d'un démon qu'on ne connaît pas, qui va expérimenter des choses sur nous. En fait, c'est à partir de là où ça construit l'idée selon laquelle il faudrait qu'on soit toujours en sécurité. Il faudrait toujours qu'on soit dans une situation où il y a une forme de sécurité qui nous protège. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que la plupart des jeunes veulent un matricule dans la fonction publique, qu'importe le pays dans lequel ils sont. Pourquoi? Parce que le matricule devient comme la sécurité. Ça veut dire vraiment, même si n'importe quoi arrive, j'aurai mon salaire à la fin du mois. Même si n'importe quoi arrive, je sais comment gagner de l'argent. Oui, c'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'aime toujours le dire, tout le monde a une zone de confort. On ne sort pas de sa zone de confort. Ça ne peut pas se faire. Je suis souvent des gens dire, il faut sortir de ta zone de confort. Vraiment, quitte de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort. Non. La zone de confort est construite depuis la naissance. C'est génétique même, je dirais. Ce qui fait en sorte que ce n'est pas évident de sortir de sa zone de confort. C'est même dangereux. Parce qu'il faut préparer son organisme à pouvoir toucher à des horizons différents. Donc, l'expression la plus adéquate, c'est élargir sa zone de confort. Élargir, ça signifie qu'on aura toujours une zone de confort. Tout le monde a une zone de confort. Tout le monde a une zone où il est à l'aise, où il ne voudrait pas radicalement en sortir pour aller dans une zone qui est totalement différente. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que s'il veut radicalement en sortir, il y a trop de questionnements qui vont se produire et peut-être son organisme n'est pas préparé à ça. Donc, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est salarié depuis 20 ans et lui dit non, laisse ton emploi, lance-toi en entrepreneuriat, quitte ta zone de confort. Non, ne lui demandez pas de faire ça. C'est trop violent, c'est trop brutal. Son organisme n'est pas préparé psychologiquement, mentalement, spirituellement à le faire. Ce qu'il faut faire, c'est élargir sa zone de confort. Ça veut dire, si avant, j'avais par exemple bénéficié des études en comptabilité, je suis peut-être comptable. Élargir sa zone de confort, ça veut dire, ok, il faut que je m'intéresse un peu au marketing. Ça veut dire, en plus de la comptabilité que je pratique très bien, je maîtrise ma comptabilité, je vais commencer à lire des livres qui parlent du marketing. Je vais commencer à assister à des conférences sur le marketing. Je vais commencer à faire des stages dans des entreprises où je vais avoir un rôle, même si c'est en tant que bénévole, dans le domaine ou dans le département de marketing. Pourquoi? Ce n'est pas parce que je veux quitter totalement la comptabilité pour me lancer en marketing. Et même si c'était ça l'objectif, il faudrait d'abord que j'élargisse ma zone de confort. Donc, je vais faire la comptabilité normalement, mais de temps en temps, je vais consacrer 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures par semaine, par mois. Ça va dépendre de ce que vous êtes capable de faire afin de pouvoir apprendre un peu de marketing, un peu de communication, un peu de droit, un peu de fiscalité,
un peu de marketing digital, un peu de programmation. Oui, ça doit être progressif. Et à force de le faire, qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va vous permettre d'élargir votre zone de confort. Ça veut dire que ce ne sera plus seulement la comptabilité qui est dans votre expertise. Vous avez aussi un peu de marketing, un peu de communication, un peu de patriotisme économique, un peu d'intelligence économique, un peu d'espionnage industriel, un peu de marketing, etc. Et à force d'élargir votre zone de confort ainsi, vous allez finalement vous rendre compte qu'en réalité, tout est lié. Ça veut dire que le marketing est lié à la comptabilité, est lié à la gestion, est lié à toutes les autres disciplines. En fait, il n'y a pas une discipline qui exerce en dehors de toutes les autres. Non. Et c'est en élargissant votre zone de confort que vous allez comprendre qu'en fait, mes compétences en marketing peuvent me permettre d'améliorer mes compétences en communication ou en comptabilité ou en gestion. Parce qu'il n'y a pas une discipline qui est séparée de toutes les autres. Toutes les disciplines sont liées. Donc, il ne s'agit pas de quitter la comptabilité radicalement parce que vous voulez sortir de votre zone de confort pour aller seulement faire le marketing. Non, ce serait une faute. Ce serait une faute. Il ne s'agit pas de quitter du salariat radicalement parce que vous avez fait 20 ans, vous quittez radicalement, vous sautez, vous plongez dans l'entrepreneuriat. Non. Parce que quand vous seriez entrepreneur, vous auriez besoin des salariés. Il faudrait que le processus puissiez comprendre exactement comment ça se passe pour transmettre même la compétence que vous avez pu acquérir tout au long de votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Donc, il était important pour moi déjà de parler de la zone de confort pour vous faire comprendre qu'en réalité, on élargit sa zone de confort, on n'en sort pas parce que tout le monde a une zone de confort. Moi aussi, j'ai une zone de confort. Peut-être c'est ça que les gens ne savent pas. Les gens se disent que quand on entreprend, on n'a plus de zone de confort. On est sorti de sa zone de confort. Mais c'est faux. Tout le monde a une zone de confort. Juste que, il y a certaines personnes qui ont des zones de confort beaucoup plus importantes que d'autres. Ça veut dire que peut-être toi, pendant que ta zone de confort, c'est la comptabilité. Pendant que ta zone de confort, c'est le marketing. Pendant que ta zone de confort, c'est par exemple la production de tes jus de fruits que tu vends. Pendant que ta zone de confort, c'est par exemple le droit ou la fiscalité. Moi, ma zone de confort comporte à la fois le droit, la comptabilité, la fiscalité, le marketing, la médecine et beaucoup d'autres petites disciplines. Ce qui fait en sorte que mon angle de vue sur des problèmes à résoudre sur le plan de l'entrepreneuriat sera beaucoup plus large, sera beaucoup plus pertinent que toi qui es dans un seul secteur d'activité qui constitue ta zone de confort. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est d'élargir régulièrement votre zone de confort parce que tout le monde en a. Tout le monde en a. Mais ce qui fait la différence et la particularité de certains, c'est que certains ont des zones de confort qui sont très restreintes. C'est une zone de confort qui concerne une seule discipline, une seule compétence. Et ce n'est pas bon. Ça vous limite énormément. Vous devez avoir une zone de confort qui s'élargit progressivement. Par exemple, lorsque vous êtes en train d'écouter ce direct, aujourd'hui on parle d'entrepreneuriat. Aujourd'hui on va parler des erreurs à éviter, de comment se lancer. Oui. Si vous n'êtes pas entrepreneur, si vous êtes un salarié et vous écoutez ce que je vais dire aujourd'hui, qu'est-ce que ça va faire? Ça va élargir votre zone de confort. Si vous le faites régulièrement, ça veut dire si régulièrement vous écoutez ce que je dis, vous écoutez d'autres personnes qui parlent d'entrepreneuriat, vous écoutez d'autres personnes qui partagent leur expérience entrepreneuriale, ça va continuer d'élargir votre zone de confort. Si en plus de ça, vous allez lire des livres, vous lisez des documents, vous lisez des articles et vous faites des expérimentations, ce qui est plus important sur le plan pédagogique, ça va continuer d'élargir votre zone de confort. Désormais, ce ne sera plus seulement la comptabilité que vous faisiez en tant que salarié que vous allez connaître. Maintenant, vous aurez la capacité de dire quelque chose en marketing. Vous auriez des notions en comptabilité en plus de ce que vous avez même pu apprendre parce que vous n'avez que la compétence de votre compétence. Vous n'avez pas la compétence absolue. Donc, ce que je vais expliquer ici, c'est quoi? C'est le fait qu'en réalité, on élargit sa zone de confort et pour le faire, il faut lire, il faut se documenter, il faut bénéficier de l'expérience des autres. Il faut comprendre que nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Raison pour laquelle on peut apprendre, même d'un enfant, on peut apprendre de n'importe qui. Il n'y a pas, la compétence n'a pas d'âge. La compétence n'a pas de race.
La compétence n'a pas de couleur de peau. Même votre enfant à la maison peut vous apprendre beaucoup de choses parce qu'il n'a pas vécu les mêmes expériences que vous. Et en l'écoutant, en comprenant ce qu'il fait, en discutant avec lui, en échangeant avec lui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de pratiquer une forme d'économie qui s'appelle l'économie de la connaissance. Ça veut dire que je partage avec vous ma connaissance. Et quand je partage avec vous ma connaissance, je ne la perds pas. Quand je vais finir ce direct, ce que je vous ai appris, ça ne va pas disparaître de mon cerveau. Je vais toujours garder ces connaissances. Ça veut dire que quand je partage mes connaissances avec vous, je ne les perds pas, ces connaissances-là. Qu'est-ce que je vais aussi faire? Je vais aussi vous écouter. Et quand je vais vous écouter, par exemple, moi je lis les commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de faire des commentaires là. Moi je suis en train de lire. Je suis aussi en train d'apprendre de ces personnes-là. Parce que je n'ai pas une connaissance absolue. Je l'ai dit, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. Et lorsque je vous écoute, ça veut dire que je prends un peu de votre expérience. Je prends un peu de vos connaissances. Je prends un peu de votre vécu. Je prends un peu de votre consistance intellectuelle. Ce qui fait que j'ai partagé ce que j'avais. Ça vous a aidé certainement, ou même si ça ne vous aide pas, ça pourra aider quelqu'un dans votre environnement, ou plus tard, ça pourra vous aider. Et moi aussi, j'ai bénéficié du peu que vous m'avez donné. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, on en sort avec de nouvelles connaissances. C'est que moi, je vais partir de ce direct avec les connaissances que j'avais, que je vous ai apportées, en plus des connaissances que vous m'avez transmises. Et vous, vous allez faire de même. Donc, chaque fois qu'on va échanger nos connaissances, on va en ressortir avec de nouvelles connaissances. C'est la raison pour laquelle dans l'économie de la connaissance, 1 plus 1 font 3. Parce que c'est une nouvelle connaissance qu'on crée qui n'existait pas si on n'avait pas interagi ensemble. Alors que si par exemple j'ai un billet de 10 000 francs et je vous rencontre, vous me dites que vraiment j'ai beaucoup de problèmes. Je vous dis ok, dans mon billet de 10 000 francs, je demande la monnaie, on change mon billet en 2 billets de 5 000 francs. Je prends un billet de 5 000 francs, je vous donne. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de diminuer mon bien en 2. Je suis passé de 10 000 francs à 5 000 francs. Si une deuxième personne vient me voir et me dit Claudel, moi aussi j'ai les problèmes. Qu'est-ce que je fais? Je prends peut-être 1 000 francs, je donne à la personne. Ça veut dire qu'il me manque 4 000 francs. Si une troisième personne, en fait je ne peux pas reproduire ça indéfiniment parce que mes biens sont finis. Je suis en train de vouloir résoudre un problème infini avec des biens finis. Ça ne peut pas fonctionner. Alors que si vous venez me voir, vous me dites j'ai un problème. Je vous dis d'accord. Étant donné que vous avez un problème, est-ce que je ne peux pas partager avec vous mes compétences, mes connaissances, mon réseau, les personnes que je connais qui pourraient vous accompagner pour que vous puissiez avoir des solutions par rapport à votre problème? Et qu'est-ce que je fais? Je partage avec vous mon expérience. Je partage avec vous mes connaissances. Je partage avec vous mon vécu. Je vous fais bénéficier de mon réseau, par exemple de la Startup Academy. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le bien que je viens de vous apporter, lui, il est infini. Parce que quand je le partage avec vous, ce n'est pas comme le billet de 10 000 que j'ai changé en 2 billets de 5 000 pour vous donner un billet et qui a diminué mon bien en 2. Non. Je viens de vous partager ma connaissance, je ne vais pas la perdre, mais ça va nous permettre d'avoir des solutions qui vont nous permettre ensemble d'atteindre nos objectifs. Donc, il est important de comprendre qu'il est très vital de partager vos connaissances avec les autres. Le meilleur moyen de consolider votre consistance intellectuelle, c'est de partager vos connaissances avec les autres. Une connaissance qui n'est pas partagée est inutile et va disparaître. Parce que le cerveau, pour retenir une information, a besoin que cette information soit consolidée dans les influx nerveux. Et pour que l'information soit consolidée, il y a 2 méthodes. La première méthode, c'est la répétition. C'est pour ça qu'on dit souvent que la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, à force de répéter l'information, à force de transmettre l'information à quelqu'un, à force d'enseigner l'information, qu'est-ce qui se fait? Ça fait que le mécanisme de la répétition consolide les influx nerveux et vous permet de garder cette information pendant plus longtemps. Et la deuxième manière de consolider l'information dans votre cerveau, c'est ce qu'on appelle la consolidation inconsciente. Ça se produit pendant le sommeil. C'est pour ça que le sommeil est très important. C'est pour ça qu'il est recommandé d'étudier avant de dormir. Parce que quand vous étudiez et vous dormez directement juste après, pendant le sommeil, il y a un mécanisme de consolidation inconscient qui permet de consolider les influx nerveux et faire en sorte que ce que vous avez appris reste beaucoup plus longtemps dans votre cerveau. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est très tard la nuit qu'on montre les films zombies.
Vous allez toujours vous rendre compte que les films zombies, c'est très tard la nuit. Pourquoi? Parce que ce sont des films dans lesquels il y a beaucoup d'émotions. Notamment les émotions très importantes comme la douleur, comme la surprise, comme le suspense. Ce qui fait en sorte que quand vous écoutez un film zombie à 2 heures du matin, vous êtes en train d'écouter un film avec des musiques particulières, des musiques qui entraînent une certaine sensation. Quand il y a par exemple un démon qui arrive, il y a un son brutal qui arrive là qui vous fait peur. En fait, on est en train de susciter des émotions en vous. On suscite des émotions, on suscite des émotions, on suscite des émotions. Et la particularité, c'est quoi? C'est que les émotions permettent beaucoup plus facilement à l'information d'être consolidée dans le cerveau. Parce qu'on retient beaucoup plus facilement une information lorsque cette information est associée à des émotions. C'est pour ça qu'une femme va difficilement oublier son accouchement, par exemple. Elle pourra vous expliquer en détail son premier accouchement, comment elle avait très mal, comment l'enfant sortait. Pourquoi? Parce que c'est une information qui est associée à une émotion qui est la douleur. Vous allez vous rendre compte que c'est difficile que quelqu'un oublie le jour où il a été victime d'un accident. Peut-être qu'il peut oublier ce qui s'est passé après, parce que le traumatisme a fait en sorte qu'il ait une amnésie post-traumatique, mais il va toujours vous dire vraiment, j'ai eu un accident tel jour, ça s'est produit comme ça, j'étais à tel endroit, etc. C'est difficile qu'il oublie. C'est difficile que quelqu'un oublie le jour de son mariage. C'est difficile que quelqu'un oublie un jour de son anniversaire. Pourquoi? Parce que ce sont des informations qui sont liées à des émotions. C'est la même chose qui se produit quand vous regardez des films zombies. Parce que quand vous regardez un film zombie à 2 heures du matin, il y a beaucoup d'émotions qu'on suscite en vous. Et lorsqu'on suscite ces émotions en vous, 30 minutes, vous regardez le film, ensuite le film s'arrête et on vous met une publicité. Et la publicité fait quelques secondes. La publicité ne dure pas. La publicité fait 30 secondes, 45 secondes. On va enchaîner plusieurs publicités de 30-45 secondes. Et qu'est-ce qui va se passer? Après la publicité, le film continue. Zombie. Et ça continue de susciter vos émotions. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez vous coucher la nuit pour dormir, le mécanisme de consolidation inconsciente qui se produit pendant le sommeil va consolider toutes les informations que vous avez accumulées en regardant le film. Et pendant ces informations, il y avait aussi des publicités. C'est ça qui va expliquer qu'un jour, vous arrivez dans un supermarché, vous allez au rayon yaourt, vous achetez un yaourt sans savoir pourquoi vous-même vous faites ce choix. Parce qu'il y a très peu de choix que vous pouvez justifier de manière consciente. La plupart des choix que vous faites sont inconscients et découlent donc de ce mécanisme émotionnel qui vous pousse à faire ce choix de yaourt par rapport à l'autre yaourt. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez par exemple des chaînes de télé qui diffusent de la musique en longueur de journée, vous allez vous rendre compte qu'il y a des chaînes de télé qui diffusent une chanson 22 fois en une journée. On montre la même chanson 22 fois, 23 fois, 50 fois. Pourquoi? Là, ils sont en train d'utiliser la première méthodologie pour pouvoir consolider une information dans votre cerveau, c'est-à-dire consolider l'influx nerveux par le mécanisme de la répétition. Ce qui fait en sorte que même si vous n'aimiez pas cette chanson, c'est-à-dire que chaque fois que la chanson passait, ça vous énervait, vous étiez en train de dire, c'est une bête chanson, c'est du n'importe quoi. Vous allez le dire une fois, vous allez le dire 10 fois, vous allez le dire 20 fois. Et un jour, vous allez vous retrouver en train de mimer la chanson. Après, vous allez vous dire, mais c'est même quelle chanson que ça de mimer comme ça? Mais en fait, il est trop tard. Il est trop tard. Parce que vous ne pouvez pas combattre vos émotions. C'est impossible. Vous ne pouvez pas combattre votre capacité à pouvoir résister à certaines informations qui comportent des émotions. Vous ne pouvez pas. C'est impossible. Donc, les émotions, que vous soyez content ou pas, pénètrent votre cerveau. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, moi, par exemple, si je fais une communication dans laquelle je dis quelque chose qui vous choque, vous ne pouvez pas bloquer ça et dire que non, vraiment, je ne veux pas. Le simple fait déjà de réagir même ainsi, ça montre que ça a fonctionné. Même si vous m'insultez, ça montre que l'émotion vous a touché et vous allez retenir cette information pendant longtemps, même si l'émotion, c'était la colère. C'est pour ça qu'en marketing, l'une des techniques qu'on utilise, c'est d'utiliser des émotions. Et les émotions qui fonctionnent mieux, c'est des émotions comme la colère et les émotions comme la peur qui fonctionnent mieux que toutes les autres, qui sont soit des émotions primaires ou des émotions composées ou complexes tout simplement. Alors ça, c'était le premier aspect que je voulais expliquer. Le deuxième aspect, toujours en ce qui concerne le processus évolutif, c'est quoi? C'est le fait que je vous ai parlé de l'enfant qui sort du ventre. L'enfant était dans le ventre. L'enfant est sorti, il s'est retrouvé dans l'environnement extérieur. Et quand l'enfant se retrouve dans l'environnement extérieur, nourrisson notamment, qu'est-ce qui se passe? Le nourrisson dépend de ses parents.
Nous sommes donc dans la première étape du processus évolutif qui s'appelle la dépendance. La première étape du processus évolutif, c'est la dépendance. Lorsque vous naissez, vous dépendez de vos parents. C'est vos parents qui doivent vous alimenter. Ce sont vos parents qui doivent vous nourrir. Ce sont vos parents qui doivent vous vêtir. Ce sont vos parents qui doivent vous laver. Ce sont vos parents qui doivent vous porter parce que vous ne pouvez pas marcher de vous-même. Donc, quand vous naissez, vous dépendez de vos parents. Donc, la première étape du processus évolutif, c'est la dépendance. Nous dépendons toujours de quelqu'un à un moment donné de notre vie, notamment lorsqu'on est encore un enfant. Si vous n'avez pas de parents biologiques, vous avez dépendu peut-être de votre oncle, ou alors de vos parents adoptifs, ou alors de l'endroit où vous viviez, il y avait toujours quelqu'un dont vous étiez la charge et vous dépendiez de cette personne-là. Ça, c'est la première étape du processus évolutif, la dépendance. La deuxième étape du processus évolutif, c'est l'indépendance. Pourquoi? Parce que l'indépendance survient juste après la dépendance et c'est une indépendance qui survient pour rejeter la dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on veut maintenant adopter le je. Je peux aussi faire quelque chose. Je suis aussi quelqu'un. Ça se matérialise comment? Très jeune. Vous allez vous rendre compte que un enfant à partir de 2 ans et demi, 3 ans, lorsque vous essayez de le laver, il va vouloir exécuter certaines tâches de lui-même. Il va par exemple vouloir verser l'eau sur lui-même. Il va vouloir prendre le savon lui-même et se frotter la tête, se frotter le ventre ou alors se laver de lui-même. Il y a certaines tâches qu'il va vouloir faire lui-même. Et ce n'est pas seulement quand vous allez essayer de le laver. Même quand il va manger, il va vouloir prendre le repas lui-même et manger. Même si ça se verse, même s'il ne prend pas une grande quantité, il va vouloir le faire lui-même. En fait, c'est une étape où l'indépendance est en train de commencer. Ça veut dire l'enfant ne veut plus dépendre totalement de ses parents. L'enfant veut montrer à ses parents ou aux personnes qui s'occupent de lui que moi aussi, je peux faire moi-même. Moi aussi, je peux me laver moi-même. Moi aussi, je peux commencer à marcher moi-même. Moi aussi, je peux commencer à manger moi-même. Oui, l'enfant est en train de développer l'indépendance. C'est la deuxième étape du processus évolutif. Et c'est très important de comprendre ces processus-là parce que ça a un impact extrêmement important en entrepreneuriat. Parce que si vous ne comprenez pas le processus évolutif, vous risquez de rester à une étape qui n'est pas en fait la dernière étape et qui va vous pousser à avoir des comportements et des attitudes qui sont contre la performance que vous souhaitez avoir dans votre entreprise si vous souhaitez être entrepreneur ou alors dans votre entreprise si vous êtes un employé et vous souhaitez avoir de la performance. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à la deuxième étape en pensant que la vie s'arrête à l'indépendance. Non, ça ne s'arrête pas là. Parce que l'indépendance continue comment? Vous allez vous rendre compte qu'à l'adolescence, l'enfant commence à vouloir même avoir sa chambre seule. Vous allez vous rendre compte que dans une maison, l'enfant va commencer à avoir son espace où il veut toujours rester seul. S'il a sa chambre, il va régulièrement rester dans sa chambre seul. Il a son téléphone où, par exemple, il conserve certaines informations. Il va peut-être mettre un mot de passe. À l'école, il a ses interactions avec ses amis, mais il ne va pas forcément vouloir que ses parents sachent ce qui est en train de se passer avec ses amis, etc. Et ça va même aller plus loin. Quand l'enfant va, par exemple, avoir le bac, il va vouloir aller fréquenter loin. Il va dire à ses parents, vraiment, j'ai envie d'aller fréquenter à Bafoussam, alors que ses parents vivent à Yaoundé. Parce qu'il y a une bonne école là-bas. En fait, en général, ce n'est même pas parce qu'il veut aller fréquenter là-bas, parce qu'il y a de très bonnes écoles là-bas. C'est parce qu'il veut vivre seul. C'est parce qu'il veut avoir sa chambre seul. C'est parce qu'il veut devenir indépendant. Il veut développer le jeu. Parce qu'il se dit non, je ne veux plus dépendre de mes parents. Je veux pouvoir sortir et aller en boîte de nuit, rentrer à 2 h du matin et ne plus avoir à rendre compte à quelqu'un. Ça, c'est la deuxième étape du processus évolutif, c'est-à-dire l'indépendance. Mais c'est une dépendance qui, en général, se développe dans un processus de rejet de la dépendance qui était la première étape. Mais le problème qui se pose donc, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que ce processus s'arrête à l'indépendance et c'est un danger. Parce qu'en réalité, personne n'est indépendant. Vous pouvez me citer une personne qui est indépendante? Qui est indépendant? Même le président des États-Unis n'est pas indépendant. Et je vais vous prendre un exemple, une anecdote. Très récemment, le président des États-Unis se plaignait du fait que
le réseau social Twitter supprimait ses tweets sur Twitter. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez certainement écouté cela. C'est que le président des États-Unis se plaignait du fait que lui, il fait des tweets sur Twitter et Twitter supprime ses tweets. Vous pouvez vous imaginer ça? Jusqu'à il va sur Facebook se plaindre qu'on a supprimé ses tweets sur Twitter. Ça veut dire que même le président des États-Unis n'est pas indépendant. Et que si on peut supprimer ce qu'il dit, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont une autorité, qui peuvent faire un certain nombre de choses et lui ne peut pas décider de tout. Je prends un autre exemple. Vous connaissez quel pays qui produit tout? Il y a quel pays qui produit tout ce dont il a besoin, ce pays-là? Aucun pays. Il n'y a aucun pays qui produit tout. Tous les pays ont besoin des autres pays. Parce que, je prends un exemple. Vous ne pouvez pas créer votre pays et dire que vous allez vivre en autarcie sans avoir besoin de communiquer avec les autres pays. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? Parce que, par exemple, si vous voulez faire du chocolat, comme le chocolat que nous sommes en train de mettre sur le marché, Choco, qui est un produit de Startup Foods, et Startup Foods étant une industrie de la Startup Academy, nous sommes en train de mettre sur le marché une marque de chocolat qui s'appelle Choco, qui se décline en 4 saveurs, un choco sans sucre, un choco au lait, un choco noir et un choco blanc. Si vous voulez par exemple mettre du chocolat sur le marché, vous avez besoin du cacao. Mais est-ce que c'est tous les pays au monde qui produisent le cacao? Non. Il y a des produits qui ne peuvent pas produire le cacao. Il y a des produits qui n'ont pas les espaces pour produire le cacao. Est-ce que vous avez déjà vu des vastes champs de cacao en Corée du Sud, par exemple? Pour ceux qui suivent le direct, qui sont en Corée du Sud, est-ce qu'il y a des hectares de cacao qu'on cultive en Corée du Sud jusqu'à ce que ce cacao-là alimente les autres pays, par exemple d'Asie ou alors de l'Europe ou de l'Afrique? Non, il n'y a pas. Mais la question que je vais poser, c'est est-ce qu'on consomme le chocolat en Corée du Sud? La réponse, c'est oui. Il y a le chocolat en Corée du Sud. Il y a le chocolat en Suisse, alors qu'ils ne produisent pas forcément le cacao. Il y a le chocolat aux États-Unis. Il y a le chocolat dans pratiquement tous les pays. Mais est-ce que ces pays produisent le cacao? Est-ce que le cacao qu'on utilise pour faire ces chocolats provient de ces pays-là eux-mêmes? Non. Ça ne provient pas de ces pays. Ce qui fait donc en sorte que ces pays ont besoin des pays qui produisent le cacao pour avoir leur chocolat. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a aucun pays qui est indépendant. Ça n'existe pas. Mais le problème que nous avons observé, c'est le fait que entre 2016 et 2017, la production mondiale de cacao était de 4,5 millions de tonnes. Entre 2016 et 2017, la production mondiale de cacao était de 4,5 millions de tonnes. Et quelque chose qui va peut-être vous étonner, c'est que dans cette production, 35% est produit par la Côte d'Ivoire. Et là, je fais un coucou à tous les Ivoiriens qui nous suivent, qui sont connectés à ce direct. Coucou à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le plus grand producteur de cacao au monde. La Côte d'Ivoire représente 35% de la production mondiale de cacao. Et je vous disais, entre 2016 et 2017, la production mondiale de cacao était évaluée à 4,5 millions de tonnes et la Côte d'Ivoire, elle seule, contrôlait 35%. On a d'autres pays qui produisent aussi du cacao de quantité importante, comme par exemple le Ghana, comme le Cameroun aussi, qui est un grand producteur de cacao. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que la subtilité, c'est que les autres ont compris que l'étape du processus évolutif qui s'appelle l'indépendance, ce n'est pas la dernière étape. Parce qu'en Afrique, les États aiment dire nous voulons être indépendants. Nous voulons être indépendants. Mais c'est du bullshit. Il n'y a aucun État qui est indépendant. Il n'y a aucun individu qui est indépendant. Personne n'est indépendant. Et les autres l'ont compris. Les autres ont compris que, attention, moi, je ne peux pas faire, je ne peux pas produire le cacao parce que je n'ai pas assez d'espace pour faire le cacao. Je ne peux pas produire le café. Je ne peux pas produire le coton. Mais il y a des pays là qui sont en Afrique qui peuvent produire le cacao et nous, on va utiliser leur cacao pour faire du chocolat. Parce qu'en réalité, nous sommes dans l'industrie. Et là, je vous refais à l'une de mes formations qui s'appelle Immersion dans l'entrepreneuriat industriel. Cette formation vidéo, je vous présente les mécanismes pour se lancer en industrie, les secteurs d'activité pertinents dans le domaine de l'industrie qui peuvent vous permettre d'être des industriels. Et ce qui se passe, c'est quoi? Les autres ont compris que nous, on va prendre la matière première chez les autres et c'est leur matière première que nous, on va utiliser pour faire notre cacao. Ça montre qu'eux aussi, ils ne sont pas indépendants. Oui, ils ne sont pas indépendants.
Si aujourd'hui, nous décidons de ne plus leur vendre notre cacao, en fait, ils seront paralysés parce qu'ils ne peuvent pas produire le cacao d'eux-mêmes. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont pas assez d'espace pour le faire. Parfois, ils n'ont même pas le climat qui permet de le faire. Et même s'ils le font, ils ne pourront pas produire les quantités dont nous sommes capables de produire. Et s'ils ne peuvent plus produire ces quantités, ils auront une baisse de leur chiffre d'affaires, de leur chocolat, et ça va détruire notamment tout un secteur très stratégique de leur économie, notamment sur le plan de l'agroalimentaire qui est le chocolat. Maintenant, continuons. Regardons par exemple ceux qui font de la confiserie et ceux qui produisent le cacao. Ça veut dire, regardez votre grand-père qui est éleveur ou qui est agriculteur, c'est plutôt ça que je voulais dire, et qui a un champ de cacao, il a 10 hectares de cacao. Il produit son cacao et quand il finit de produire son cacao, il veut vendre son cacao. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'on ne lui a pas appris à transformer son cacao. On ne lui a pas appris le process qui permet de quitter du secteur primaire, qui est la production de cette matière première, qui est son cacao, vers le secteur secondaire, qui est la transformation, qui doit donner la plus-value. C'est ça qui crée la richesse. C'est qu'on va passer du cacao, la fève, vers par exemple le beurre de cacao qu'on pourra utiliser en cosmétique ou qu'on pourra utiliser pour fabriquer un chocolat délicieux comme Choco de Startup Foods, une industrie de Startup Academy. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, comme il ne le sait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va prendre son cacao en fève qu'il aura tout au plus séché et il va vendre son cacao. Mais lorsqu'il vend son cacao, étant donné que ce n'est pas lui qui maîtrise tout le process, ce n'est même pas lui qui fixe le prix de son cacao, le prix est fixé par les autres. On va lui dire que le cacao, le kilo coûte désormais 700, ça coûte 600, ça coûte 800, ça coûte 1000 francs. Et il ne peut pas vendre plus que ça. Parce que s'il commence à dire non, vraiment, j'ai souffert au champ, vraiment le champ est difficile, vraiment je ne peux pas vendre mon cacao à 700. Si vous n'avez pas au moins 2000, je ne vends pas. On va lui dire ok. Il y a même les études récentes qui ont démontré que lorsqu'on suce les fèves de cacao fraîches, c'est bon pour le cœur. Ça fait que le cœur va vivre plus longtemps, va battre plus longtemps. Donc vous aurez une espérance de vie plus longue. Donc allez sucer les fèves de cacao là avec vos enfants à la maison. Et puisque vous ne pouvez pas sucer 10 tonnes de cacao, vous serez obligé de vendre votre cacao à leur prix. Parce que c'est eux qui contrôlent tout le process. C'est de ça qu'il s'agit. Vous contrôlez juste la production. Vous contrôlez juste l'étape qui vous permet d'avoir la matière première, les fèves. Mais eux, ils contrôlent le process. Si vous ne le vendez pas, vous allez faire quoi? Vous allez sucer le cacao à vos enfants à la maison. Vous allez commencer à faire le bouillon de cacao. Vous allez commencer à faire le riz au cacao. Vous allez commencer à faire la sauce au cacao. Non. Vous serez obligé de vendre votre cacao parce que vous ne connaissez pas comment procéder pour transformer votre cacao pour avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Ce qui fait donc en sorte que lorsqu'on compare l'agriculteur qui produit son cacao et qui vend par exemple le kilo, disons à 1000 francs. Supposons qu'il vend le kilo à 1000 francs de cacao. Ça veut dire 1 kilogramme à 1000 francs. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il y a un confiseur qui va prendre son cacao, qui va transformer son cacao pour obtenir un produit magnifique comme Choco que nous sommes en train de mettre sur le marché à travers une de nos industries qui s'appelle Startup Foods. Et notre Choco, qu'est-ce qui se passe avec notre Choco? En fait, c'est une plaquette de chocolat de 100 grammes et cette plaquette de chocolat coûte à partir de 1000 francs. Oui, notre chocolat par exemple au lait coûte 1000 francs. Notre chocolat noir coûte 1000 francs. Et c'est un chocolat qui fait 100 grammes. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire 100 grammes de chocolat qui va coûter 1000 francs CFA. Pendant que l'agriculteur a vendu 1 kg de cacao à 1000 francs CFA. Maintenant, on va faire le calcul. Faisons le calcul. 1 kg, ça fait combien de grammes? 1 kg, ça fait combien de grammes? Dites en commentaire. 1 kg, ça donne combien de grammes? J'attends la réponse en commentaire. 1 kg, lorsqu'on convertit en grammes, ça donne combien de grammes? Je vais voir les gens qui connaissent le calcul rapide et qui vont me donner la réponse en commentaire. 1 kg font combien de grammes? Voilà. Il y a Baron qui me dit 1000 grammes. Exactement. 1 kg font 1000 grammes. Maintenant, 1 kg
Si on doit convertir ça en plaquettes de chocolat de 100 grammes, ça fait combien de plaquettes de chocolat? 1 kg. S'il faut convertir 1 kg en plaquettes de chocolat de 100 grammes chacune, ça fait combien de plaquettes de chocolat que nous obtenons? Combien de plaquettes? J'attends la réponse en commentaire. 1 kg, si nous devons convertir 1 kg de cacao en plaquettes de chocolat de 100 grammes, ça nous donne combien de plaquettes de chocolat de 100 grammes chacune? J'attends la réponse en commentaire pour ceux qui sont bons en calcul rapide. Combien de plaquettes de chocolat de 100 grammes? Voilà, 10 plaquettes de chocolat. Très bonne réponse. Je pense que tu vas gagner une plaquette de chocolat Choco dès que ce sera sur le marché la semaine prochaine. Alors, on continue le calcul. Donc, 1 kg de cacao, ça nous produit 10 plaquettes de chocolat de 100 grammes chacune des plaquettes. Maintenant, continuons. Je vous ai dit que notre chocolat Choco, qui est produit par l'industrie Startup Foods, qui est une industrie de la Startup Academy, nous vendons notre chocolat au lait à 1000 francs. Ce sera le prix le plus bas. Il y aura d'autres chocolats comme le chocolat sans sucre qui va coûter un peu plus cher, ou encore le chocolat blanc qui va coûter un peu plus cher. Mais prenons le chocolat le moins cher, 1000 francs. Donc si on prend 10 plaquettes multipliées par 1000 francs par plaquette, ça nous donne combien? 1000 francs multipliés par 10 plaquettes. Combien ça nous donne en francs CFA? Si on fait 1000 francs la plaquette multipliée par 10 plaquettes, nous obtenons combien en francs CFA? Combien? J'attends la réponse. Oui, c'est la maternelle. C'est la maternelle qui dit ça. Marinage. Oui, nous sommes à la maternelle. Parce que les stratégies de la maternelle fonctionnent. Je préfère aller lentement comme ça pour que le cerveau comprenne étape par étape comment les autres sont en train de gagner énormément d'argent sur nous. C'est pour ça que je préfère parler comme à la maternelle. Voilà, Gaël et Madé. Coucou à toi, Gaël, depuis la Startup Academy à Douala. Oui, ça fait 10 000 francs. 10 000. Alors, maintenant, on va refaire le calcul. Ça veut dire que nous avons l'agriculteur qui a vendu 1 kg de cacao à 1000 francs. Et nous avons l'industriel de Startup Foods qui a vendu 10 plaquettes de chocolat de 100 grammes à 10 000 francs. Vous voyez la différence entre les deux? Est-ce que vous voyez la différence qu'il y a donc entre l'agriculteur et l'industriel? Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que les autres nous poussent donc à aller faire le cacao, à aller faire le coton, à aller faire le café? Parfois, ils viennent même nous subventionner d'aller le faire. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que eux, ils nous laissent dans le secteur primaire, c'est-à-dire la production de la matière première, et ensuite, ils prennent notre matière première, ils font le process de transformation qui donne la plus-value et on obtient des plaquettes de chocolat comme Choco, dont la plaquette coûte 1000 francs. Et là, je tiens à vous préciser qu'il y a des plaquettes de chocolat qui coûtent 5000 francs. Hein. Il y a des plaquettes de chocolat de 100 grammes qui coûtent 5000 francs. Vous pouvez aller dans les supermarchés, vous allez au rayon des chocolats, vous allez vous rendre compte qu'il y a des plaquettes de chocolat de 100 grammes qui coûtent 3000, qui coûtent 4000, certaines coûtent 5000, parfois plus. Mais moi, j'ai pris 1000 francs seulement. Parce que c'est notre chocolat que nous produisons au Cameroun avec du cacao camerounais qui est réputé comme étant des fèves l'une des plus fines au monde. Et nous avons donc décidé de faire le process au Cameroun nous-mêmes. Vous voyez donc que finalement, on obtient une plaquette de chocolat que nous vendons à 1000 francs et on gagne pratiquement 9 fois plus que l'agriculteur. Et quand je dis 9 fois plus, c'est au bas mot. Parce que si j'entre en détail dans les calculs, vous allez vous rendre compte que c'est parfois 50 fois plus, parfois 1000 fois plus, avec certaines modélisations financières. Bon, la question maintenant que je vais poser, c'est transformer le cacao, c'est ça qui nous dépasse, c'est ça?
Donc, c'est prendre les fèves de cacao et transformer en chocolat. C'est ça qui nous dépasse. Donc, quelle est donc l'école qu'on fait tous les jours? Le poteau qu'on a donc prié depuis 20 ans là. Donc, le poteau là ne nous a pas permis d'apprendre à transformer la fève de cacao en chocolat pour gagner aussi l'argent là nous-mêmes. Est-ce qu'on ne doit donc pas interroger le poteau là? Est-ce qu'on ne doit pas le faire? Le poteau qu'on prie chaque matin là, pour dire que poteau, aide-moi à trouver le travail, poteau, vraiment, délivre-moi, poteau, les démons me poursuivent, délivre-moi. Est-ce qu'on ne doit pas plutôt aller dire au poteau là que, donc tu savais que quand on transforme le cacao, on obtient le chocolat, on gagne autant d'argent. Et je me suis seulement arrêté au chocolat, parce qu'il n'y a pas que le chocolat. Lorsqu'on transforme le cacao, on obtient le beurre de cacao. Le beurre de cacao, on l'utilise pour faire des produits cosmétiques. Le lait que vous utilisez pour vous oindre, que vraiment, le lait si est bien, hein, le lait si vraiment c'est onctueux, hein, le lait si vraiment c'est vraiment très bien fait. Hein. Mais le lait là, donc parfois, une boîte de 500 ml coûte 25 000. Parce qu'il y a des laits dont 500 ml coûtent 25 000 francs. Est-ce que vous savez que pour fabriquer ce lait-là, on utilise aussi le cacao? 25 000 francs pour 500 millilitres, c'est-à-dire 500 grammes. Donc, c'est-à-dire 2 boîtes de lait font 1 kg, si on veut calculer ça de façon prosaïque ainsi. Ça veut dire que si on prend ces laits dont une boîte coûte 25 000, 2 boîtes, ça fait 50 000. Pendant que 1 kg de cacao coûte 1000 francs, il y a des gens qui gagnent 50 000 en vendant les mêmes 1 kg, mais transformés sous forme de lait. Vous trouvez que ça a un sens? Est-ce qu'on ne doit donc pas aller voir le poteau là pour dire, bon, poteau, donc tu savais que quand on transforme le cacao, on gagne de l'argent comme ça. Donc tu savais ça. Et tu nous laisses ne pas transformer, c'est ça? Tu ne nous apprends pas à le transformer aussi pour qu'on puisse gagner aussi cet argent-là. Pourquoi on ne puisse plus être en train de saigner en termes de devises? Parce que nos devises partent à l'étranger et nous achetons des produits manufacturés qui coûtent plus cher que nos matières premières et ça entraîne une balance commerciale externe déficitaire. Tout le temps, nous sommes toujours endettés. Donc, toi, le poteau là, tu savais ça et tu ne nous as pas dit. Tu savais qu'on peut gagner autant d'argent en transformant et tu ne nous as pas dit. Tu savais qu'on peut gagner autant d'argent, mais même à l'école, tu ne nous apprends pas à le faire. On part à l'école, on récite l'histoire de Napoléon, la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale. On nous parle comment l'Antarctique est montée. On fait la géographie de l'Ouzbékistan. Oui, oui, oui. Ça, on a récité ça. On était les champions. On était des champions. On a récité ça pendant longtemps. On était les majors. On a lu l'histoire, la géographie. On a même fait le latin. On a même prié le poteau en latin. On parlait en latin parce que le poteau ne comprend pas le français. Non, il ne comprend pas le français. Quand tu parles au poteau en français, il ne comprend pas parce que non, il a une langue. En fait, c'est même l'aranéen. Tu vas parler en aranéen. Mais comme l'aranéen, c'est presque une langue morte. On dit, bon, une langue qui se rapproche un peu. Bon, c'est mieux le latin. Ce qui fait qu'il y a certains endroits où on prie les poteaux, où les gens parlent en latin. Carrément. Les gens parlent en latin. On finit de parler en latin, on finit de prier en latin, on a fini de dire au poteau que aide-moi, sauve-moi, vraiment, délivre-moi. Mais à la fin, lorsqu'on va dans un supermarché, on va au rayon agroalimentaire, on prend un chocolat de 100 grammes qui coûte 5000 francs et on est en train d'enrichir ceux qui n'ont pas prié le poteau. Mais ceux qui étaient en train de se dire comment faire pour prendre le cacao, transformer ça en chocolat. Comment faire pour prendre le cacao, transformer ça en lait de toilette. Pour vendre ça à ces gens-là qui passent le temps devant le poteau à prier. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Parce que c'est qu'il y a des gens qui vont commencer à dire, oh vraiment, est-ce que ça veut donc dire qu'il ne faut pas prier? Non, il dit que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous voulez prier le poteau, moi j'ai quoi? Moi, est-ce que le poteau c'est mon ami? Moi, je ne suis pas ami avec le poteau. Le poteau fait ce qu'il veut. Vous faites ce que vous voulez avec le poteau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment faire pour passer du cacao au lait de toilette qu'on va vendre au supermarché à 20 000. Moi, ça m'intéresse. Parce que c'est intéressant. Parce que si on vend seulement 100 laits de toilette par semaine, s'il fait 20 000 par 100, ça fait 2 millions par semaine de chiffre d'affaires. 2 millions. Ça, c'est seulement par 100.
Si je fais fois 1000, ça fait 20 millions par semaine. Et c'est possible. L'Afrique a combien d'habitants? Il y a combien de personnes qui sont en train de suivre ce direct qui n'ont pas mis l'huile sur eux depuis une semaine? Combien de personnes? Vous mettez l'huile sur vous régulièrement. Il y a même des gens qui mettent des huiles en fonction des parties du corps. Et qu'il y a l'huile pour les genoux parce que le genou est devenu noir. Il y a l'huile pour les talons parce que les talons sont devenus noirs. Il y a l'huile pour le coude parce que le coude est devenu noir. Il y a l'huile pour les kentos, ce qu'on appelle les kentos, parce que les kentos sont devenus noirs, parce qu'ils n'ont pas résisté. Et qu'il y a des femmes qui utilisent 7 huiles différentes. Il y a l'huile pour le visage, il y a l'huile pour les cheveux, il y a l'huile pour le ventre, il y a l'huile pour le corps entier, il y a l'huile pour certaines parties rebelles. C'est vrai que ce n'est pas avec le cacao qu'on fait toutes ces huiles, parce qu'il y a des huiles organiques, il y a des huiles essentielles, il y a des huiles pour le corps, des laits de toilette notamment. Ce n'est pas toutes ces huiles-là qui proviennent du cacao, je suis d'accord. Mais il y a aussi le cacao et même toutes les autres huiles, ça découle de nos matières premières. Lorsqu'on dit huile de carotte, la carotte, on peut cultiver la carotte chez nous et produire de l'huile. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous pensez donc qu'on va continuer comme ça? Vous pensez? Parce que moi, ce que je trouve pertinent, c'est de trouver l'endroit où on m'apprend à transformer le cacao en huile pour vendre et gagner de l'argent. Oui. C'est de trouver l'endroit où on m'apprend à prendre le cacao, à transformer en chocolat, vendre et gagner de l'argent. Oui. Oui. Ça, c'est intéressant. Peut-être vous avez l'impression que ça ne vous concerne pas. Mais quand vous partez dans un supermarché et vous achetez un chocolat qui coûte 5 000 francs, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que le pays dans lequel vous êtes doit rembourser le prix du chocolat là en devise parce que ce n'est pas produit dans votre pays. C'est-à-dire que si vous êtes au Togo, vous partez au supermarché, vous achetez un chocolat qui coûte 5 000 francs. Le Togo doit rembourser le prix du chocolat là en devise parce que c'est un échange international. C'est que c'est par exemple un pays de l'Union européenne qui a envoyé ce chocolat dans votre pays. Les échanges internationaux, on paye en devises. Et les devises, on les obtient lorsqu'on vend nos produits à l'extérieur. C'est-à-dire lorsqu'on vend notre cacao à l'Union européenne, par exemple, on va nous payer en devises. Parce qu'il y a même plusieurs pays d'Afrique qu'on appelle les pays de la zone franc qui utilisent le franc CFA, qui n'est pas utilisé sur le plan international. Donc vous allez vendre votre cacao, la matière première, à 1000 francs le kilo. Vous vendez, ils achètent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre cacao, par exemple, si vous aviez par exemple une tonne, ce qui représente 1000 kilos, et vous vendez à 1000 francs le kilo, ça fait combien? On va faire 1000 francs fois 1000. Ça fait 1 million. Donc, vous allez gagner 1 million en devises. On va créditer dans votre compte, dans le compte des opérations, le Cameroun ou le Togo a 1 million en devises. Mais le problème qui va se poser, c'est quoi? C'est que vous allez importer le chocolat dont 100 grammes coûte 5000. Et c'est ça que vous allez consommer au supermarché en étant content que non, moi je ne consomme pas n'importe quel genre de chocolat. Hein. Vraiment, moi mon chocolat, ça coûte 5000. Hein. Moi je consomme des chocolats vraiment qui viennent de tel pays, de l'Union européenne, etc. Vous êtes fiers de consommer ça, n'est-ce pas? Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que votre pays doit rembourser les 5000 là en devises au pays qui a envoyé ça. Parce qu'il faut aussi payer ce pays en devises parce que c'est un produit importé. Et lorsqu'à la fin de l'année, on va faire la balance commerciale, c'est-à-dire le montant de ce qu'on a exporté par rapport au montant de ce qu'on a importé, la balance sera toujours déficitaire parce que ce qu'on importe, la valeur ajoutée est beaucoup plus importante puisqu'il s'agit des produits manufacturés comme le chocolat dont 100 grammes coûte parfois 5000 alors qu'on exporte un cacao dont 1 kg coûte 1000 francs, parfois moins. Et après on va se plaindre qu'il y a le chômage. On va se plaindre qu'il n'y a pas l'emploi. On va se plaindre que les entreprises ne recrutent plus. Mais les entreprises ne recrutent plus. L'État ne peut plus vous recruter parce que l'État n'a pas de devise pour vous payer. L'État n'a plus d'argent pour acheter les produits qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a l'inflation. C'est-à-dire les produits qui viennent d'ailleurs, le prix sur le marché augmente parce qu'on n'a plus suffisamment de devises. Et la Covid est même encore venue aggraver le processus. Pourquoi? Parce que maintenant, on ne peut même plus importer comme on le faisait avant. Parce qu'on a fermé les frontières de certains pays. Et comme nous, on ne produit rien, on passe notre temps à exporter les matières premières sans les transformer. On se retrouve avec des pays comme le Cameroun où désormais, le cajot de tomates coûte 1000 francs. Les producteurs de tomates viennent vous supplier à la maison que ouais, mon frère, prends la tomate, tu vas payer même dans 3 jours, pardon. Je ne veux pas que ça pourrisse au marché. Parce qu'ils étaient habitués à prendre la tomate et à exporter seulement.
Aujourd'hui, la Covid va leur imposer la transformation et l'industrie. Nous, à la Startup Academy, on a compris ça très tôt. Depuis 2016 que nous travaillons, nous nous sommes dit que le patriotisme économique doit être au cœur de ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle toutes les industries que nous avons implémentées au Cameroun, ou plutôt toutes les entreprises, ce sont des entreprises industrielles. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Des entreprises industrielles comme Startup Color, où nous fabriquons de la craie. Par exemple, voilà un carton de notre craie qui est fabriqué au Cameroun, qui est fabriqué dans une de nos industries. Parce que c'est inadmissible qu'en 2020, il y ait des pays en Afrique qui importent la craie. C'est une aberration, c'est une bêtise, c'est une insulte à notre intelligence. Il faut aller dire au poteau que vous priez chaque matin que... Donc tu savais que la craie qu'on utilise à l'école est importée et tu nous laisses continuer de prier le poteau au lieu de nous montrer comment fabriquer la craie. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? La première industrie que nous avons installée au Cameroun, c'est Startup Color, où nous fabriquons de la craie dans nos industries au Cameroun, parce que c'est une aberration. Très bientôt, nous allons commencer à fabriquer des stylos, nous allons commencer à fabriquer des marqueurs. Nous fabriquons même déjà de la peinture. Si vous venez au siège de Startup Academy, vous allez vous rendre compte que la peinture qu'il y a dans nos sièges est fabriquée par nous-mêmes, parce qu'on ne doit plus importer ces produits. On fait donc quelle école si on ne peut pas fabriquer des produits aussi élémentaires? Je suis d'accord. Vous allez me dire que fabriquer la fusée, c'est compliqué. Oui, je suis d'accord. Il y a certains pays africains qui ont même commencé à le faire. Certains pays même avec succès. Oui, mais je ne demande pas que vous puissiez fabriquer la fusée. Je peux comprendre que ça demande beaucoup de technologie. Je ne demande pas que vous puissiez fabriquer un téléphone qui a la 5G. Encore qu'on peut même le faire. Mais laissons ça. Mais le chocolat, on va importer. La craie. Donc, pour que nos enfants apprennent à l'école, la craie qu'on utilise, on va l'importer. Ce n'est pas une bêtise. Et on continue de prier le poteau. Mais le poteau, là, il faut qu'on l'interroge. Hein. Le poteau, là, doit passer au tribunal. Parce qu'on doit prendre le poteau, là, on l'amène au tribunal, et il nous explique comment est-ce qu'il nous a laissé faire ça pendant plus de 100 ans. Oui. Je vais voir, j'ai un ami qui est procureur là. Je pense que on va convoquer ce poteau là. Oui, on va convoquer ce poteau. Ce poteau ne peut pas, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Donc le poteau là savait ça et nous on le prie chaque jour. On le prie chaque jour et il nous laisse faire ça tout le temps. Non, il faut que ça change. La deuxième industrie que nous avons implémentée au Cameroun, c'est Startup Cosmétique. Oui, Startup Cosmétique. Parce que ce que vous devez savoir, c'est qu'on utilise les produits cosmétiques de la naissance jusqu'à la mort. Quand vous naissez, on utilise les produits cosmétiques. Même quand vous mourrez, on utilise les produits cosmétiques. Parce que quand on maquille le mort là, quand on maquille le mort, on utilise le fond de teint. Le fond de teint, c'est un produit cosmétique. Le rouge à lèvres qu'on met même sur les cadavres là, c'est un produit cosmétique qui est importé. Oui, qui est importé. C'est pour ça qu'on a décidé de lancer aussi Startup Cosmétique, parce que c'est une aberration de continuer d'importer le savon. Vous lavez avec un savon importé. Ceux qui sont en train de regarder ce direct, qui se lavent avec un savon importé, ça doit être une honte pour vous. En 2020, vous priez le poteau chaque matin que le poteau aide-moi, le poteau soutient-moi, le poteau aide-moi dans mes projets. Mais quand tu as fini de prier le poteau, tu pars maintenant prendre le savon importé, tu te laves avec. Tu ne trouves pas que c'est même toi le problème? Pendant que tu es en train de prier le poteau, tu as un t-shirt importé, tu as un pantalon importé, tu as une chaussure importée, tu as un slip importé, parfois tu as même un cerveau importé. Mais tu pries le poteau. Le poteau que tu es en train de prier, parfois lui-même il est importé. Donc on a importé le poteau. On l'a posé dans ton pays et tu es devant le poteau importé avec tes habits et ton cerveau importé pour dire au poteau que sauve-moi. Même le poteau là est en train de dire que mes gars, tu ne trouves pas que c'est donc toi qui es con? C'est toi qui es con. Comment tu me pries chaque jour alors que même moi qui suis ton poteau que tu pries au quotidien, tu ne peux même pas me fabriquer? C'est un sens? C'est sérieux? Non. C'est pour ça qu'on a décidé de créer l'industrie Startup Cosmétique. Après Startup Cosmétique, on a dit qu'on ne s'arrête pas là. On a créé l'industrie Startup Motors, où nous travaillons avec des véhicules. Nous fabriquons des véhicules. Et maintenant, nous venons de créer Startup Foods, où nous allons mettre sur le marché un ensemble de produits agroalimentaires. Et le premier produit que nous avons mis sur le marché, c'est Choco. Si vous voyez ma page, les gens me disent, Claudel, tout le temps, tu parles du chocolat là, tu parles du chocolat là, vraiment, tu nous satures. Oui, il faut saturer. Parce que le poteau nous a menti depuis combien d'années? Pourquoi le poteau ne vous a pas appris à faire ça? Pourquoi le poteau ne nous a pas appris à l'école comment faire ça? Vous vous imaginez si depuis qu'on était à l'école primaire, on apprenait la transformation? Vous vous imaginez ce que ça aurait donné maintenant?
Si depuis l'école primaire, on nous montrait que voici le cacao, voilà comment on transforme le cacao en huile de toilette ou par exemple en chocolat. Vous imaginez ce qu'aujourd'hui on serait si on le faisait depuis l'école primaire, depuis la maternelle, depuis le secondaire? Vous imaginez ce que ça devait donner? Mais ce qu'on nous a appris, c'est qu'il faut prier le poteau. On nous a dit que sans le poteau, vous ne pouvez rien. C'est le poteau qui crée ta voix. Le poteau, c'est déjà ce que tu vas devenir. Il faut que tu le pries chaque matin, 24 heures sur 24, les genoux au sol. Oui, c'est ça qu'on nous a dit. Mais sauf que pendant que nous, on avait les genoux au sol, en train de prier le poteau, il y a des gens qui prenaient notre cacao, ils transformaient en chocolat, ils venaient nous vendre la plaquette à 1000 francs, 2000, 5000. Et on continue de prier le poteau. En tout cas, chacun est libre, hein? Prier le poteau. Mais nous, on cherche l'argent. Ah oui. Vous allez dire que oui, le gars là aime l'argent. Mais j'aime l'argent parce que l'argent, c'est la plus grande religion. C'est la religion qui est pratiquée par tous les habitants de la planète. Parce que le catholicisme même, ce n'est pas tout le monde qui est catholique. Hein. Il y a les gens qui sont protestants, il y a les gens qui sont bouddhistes, il y a les gens qui sont musulmans. Donc le catholicisme même, c'est une partie de la population. Il y a les gens qui sont protestants, il y a les gens qui font l'islam, il y a les gens qui sont réveillés. On dit qu'ils dormaient et ils sont entrés dans une église et qu'ils réveillent parce qu'ils dormaient. Oui, il y a les gens comme ça. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une religion qui a pu atteindre l'unanimité. Parce que certains pratiquent certaines religions, d'autres pratiquent d'autres religions. Ça crée même des guerres de religion. Les gens meurent pour la religion. Mais il y a une religion que tout le monde pratique chaque matin, chaque jour. La religion là s'appelle l'argent. Ah oui, 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 oui. Chaque matin, tout le monde pratique la religion. Chaque matin, tout le monde cherche l'argent. Chaque matin, ah oui, tout le monde cherche l'argent. Donc tout le monde pratique cette religion. Et pourquoi vous voulez que ce soit tabou? Pourquoi vous voulez que j'ai honte de dire que oui, je cherche l'argent? Mais j'ai honte de dire que je cherche ce qui est la religion de tout le monde et qui est obligatoire pour vivre ou survivre. Non, je n'en ai pas honte. Comme aussi vous n'avez pas honte d'être devant le poteau et de prier le poteau. Vous n'avez pas honte, non? Pourquoi je dois avoir honte de pratiquer la religion que tout le monde pratique, c'est-à-dire la religion qui consiste à chercher de l'argent? Tout le monde pratique la religion là. Parce que actuellement, nous sommes 764 personnes qui sont connectées en ligne. Pour se connecter en ligne, il faut avoir un smartphone, c'est-à-dire il faut l'argent pour acheter. Pour se connecter avec son smartphone, il faut avoir une connexion Internet, donc il faut payer pour avoir des datas, pour se connecter en ligne. Ça veut dire que même pour me suivre comme ça, en fait, il faut l'argent. Et vous voulez que ce soit tabou, que je dise qu'il faut qu'on cherche l'argent brutalement, comme si la vie en dépendait? Non, ça ne doit pas être tabou, puisque c'est la religion qui est pratiquée par tout le monde entier. Parce que votre religion, là, vous qui êtes réveillés, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui, par exemple, êtes catholique, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui êtes musulman, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui êtes bouddhiste, ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Vous qui priez les poteaux chaque matin, vous dites au poteau que aide-moi, soutiens-moi, fais-moi passer à l'examen. Ce n'est pas tout le monde qui pratique ça. Par contre, la religion qui consiste à chercher de l'argent, tout le monde pratique ça chaque jour. Parce que si vous ne pratiquez pas ça, le bailleur va vous rappeler qu'il faut pratiquer. Que monsieur, je pense que tu as arrêté de pratiquer ça, il faut recommencer. Oui, oui, oui. Parce qu'il faut payer mon loyer. Si vous ne pratiquez pas ça, votre estomac va vous rappeler que mon frère, je n'ai pas mangé depuis le matin. Il faut que tu pratiques la religion de chercher de l'argent pour que je puisse manger. Et si tu ne pratiques pas, je vais commencer à me contracter et te donner des crampes d'estomac. Oui, oui. Si tu ne pratiques pas ça, tes muscles, en commençant par ta masse graisseuse, va commencer à fondre. Tu vas commencer à perdre du poids. Et ton corps est en train de te dire, mon frère, je vois que la religion qui consiste à chercher de l'argent pour manger, là, tu ne pratiques plus ça. Hein. Il faut que tu ailles là pratiquer cette religion-là. Parce que sinon, tu vas mourir. Parce qu'il y a des gens qui meurent de famine, notamment en Afrique. On nous montre ça à la télé chaque jour. Donc, tu peux ne pas prier le poteau. Mais si tu ne pratiques pas la religion qui consiste à chercher de l'argent chaque jour, tu vas mourir, même physiquement. Parce que ton corps va mourir par manque de nourriture. Et pour avoir la nourriture, il faut avoir l'argent. Je ne sais pas s'il y a une boutique au Togo, en Côte d'Ivoire ou au Bénin, où quand tu entres dans la boutique là, tu dis que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. Donnez-moi le pain. J'ai faim. Il n'y a pas une boutique où on achète le pain comme ça.
Quand tu vas finir de dire ça, que la paix du Seigneur soit avec vous, vraiment, tu vas prier. Dès que tu vas finir de prier, le boutiquier va sourire, que vraiment, que la paix du Seigneur soit vraiment avec vous, que la paix du Seigneur. Après, le boutiquier va vous dire, le pain, c'est 200. Oui. Il n'y a pas le crédit ici, parce que le crédit est mort. Si tu n'as pas 200, tu reviens quand tu auras 200. Ah oui. Donc, même le boutiquier va te rappeler qu'il faut pratiquer la religion qui consiste à chercher de l'argent. Oui, oui, oui. Donc, il ne faut pas avoir honte de dire que vous voulez chercher de l'argent. Vous voulez gagner beaucoup d'argent. Parce que même pour aider les gens, en fait, il faut avoir de l'argent. Parce que je ne comprends pas comment vous êtes pauvre. Vous n'avez rien. Vous n'arrivez pas à vous sauver vous-même et vous voulez aider les gens. Vous voulez aider les gens comment? Pour aider les gens, il faut d'abord avoir de l'argent. Parce que quand vous auriez 50 millions, vous pouvez décider de choisir un village au hasard. Donc, vous fermez les yeux. Vous prenez la carte. Vous sélectionnez un village au hasard. Vous dites, ok, le village c'est intéressant. Vous partez dans le village là. Vous construisez une école. Vous construisez une école. Vous offrez l'école là au village là. Vraiment que les enfants fréquentent là-bas gratuitement. Entre l'école que vous venez de construire là, où les enfants sont en train de fréquenter gratuitement, et celui qui est devant le poteau, et il est en train de dire au poteau vraiment, aide les enfants de l'Afrique. Les enfants de l'Afrique n'arrivent pas à fréquenter. Fais quelque chose. Vraiment, tu as dit que tu devais revenir. Reviens nous sauver. Reviens nous sauver. Entre la personne qui est devant le poteau, qui est en train de dire ça, et moi qui prends 50 millions pour construire une école, pour dire aux enfants, allez fréquenter gratuitement. Quelle est la personne qui apporte le plus de solutions dans sa société? C'est qui? Je n'ai pas besoin de prier le poteau, hein, non. Mais avec de l'argent, on peut changer la vie des gens. Avec l'argent, on peut changer le destin d'une nation. Et la Chine est la preuve de cela aujourd'hui. Qu'avec de l'argent, avec le pouvoir économique, on peut changer le destin de tout un pays, de tout un continent. Mais en restant devant le poteau, depuis 400 ans, le destin n'a pas changé en restant devant le poteau. Donc, si vous voulez rester devant le poteau, ce qui est de votre droit, restez devant le poteau. Nous, on a décidé d'aller chercher ce qui va permettre de contribuer au développement du pays. Quand je dis pays, c'est l'Afrique. Parce que le Cameroun n'est qu'un quartier, le Gabon n'est qu'un quartier, la Côte d'Ivoire n'est qu'un quartier. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que dans nos entreprises industrielles, nous essayons de créer de la valeur, nous essayons de transformer la matière première locale pour proposer des produits manufacturés afin qu'on ne les importe plus. Nous essayons d'augmenter les devises du Cameroun et de plusieurs autres pays dans lesquels nous allons nous implanter bientôt. Nous essayons de réduire le chômage parce que chaque entreprise que nous créons, ce sont des gens que nous recrutons, des gens qui parfois passent leur journée à dire que le poteau, trouve-moi un emploi, le poteau, aide-moi. Mais nous, on n'a pas attendu le poteau. On a créé des entreprises, on les a recrutés pour qu'ils viennent travailler, pour qu'ils gagnent de l'argent, pour qu'ils aident leur famille et qu'ensemble, on puisse bâtir un empire ensemble. Parce qu'on va le faire ensemble. Oui, on n'a pas attendu le poteau et on n'attend pas le poteau. Non, on n'attend pas la providence. Nous sommes sur le terrain. Et si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, vous pouvez rejoindre la Startup Academy. Vous pouvez me contacter inbox et dire « Je veux rejoindre la Startup Academy et contribuer à bâtir cet empire avec vous. » Et je vais vous dire comment faire pour rejoindre la Startup Academy, pour devenir membre de la Startup Academy, ou bénéficier de nos produits, de nos services, de nos formations, pour apprendre comment faire et aussi former les gens dans votre quartier, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, pour pouvoir eux aussi se lancer et le faire. Parce que je ne peux pas le faire seul. La Startup Academy ne peut pas faire ça seul. Il faut qu'on le fasse ensemble. Il faut qu'on devienne comme des fourmis. Ça veut dire que nous soyons partout avec cette idéologie-là, parce qu'ensemble, on sera plus puissant. Ah oui. Nous serions plus puissants. Minel, l'Afrique c'est un pays parce qu'en 1884, il y a des gens qui dans un continent qui s'appelle l'Europe se sont assis et ont décidé de saucissonner l'Afrique comme si l'Afrique c'était un gâteau en disant que voilà les Camerounais, voilà les Tchadiens, voilà les Guinéens, voilà les Togolais et ils se sont partagés l'Afrique comme si l'Afrique était un gâteau alors qu'en réalité l'Afrique c'est une entité. C'est pour ça que j'aime toujours dire notre pays c'est l'Afrique. Le Cameroun, le Gabon, le Tchad, le Congo et tous ces autres pays, ce ne sont que de petits quartiers. Et enfin, la troisième étape du processus évolutif, parce que j'étais à la deuxième étape, l'indépendance. Je vous ai démontré qu'il n'y a aucun État indépendant, il n'y a aucune personne indépendante. Et personne ne peut être indépendant parce que nous avons toujours besoin des autres. La troisième étape du processus évolutif, c'est l'interdépendance. L'interdépendance, ça veut dire qu'on passe du je et on arrive au nous.
Parce que si vous créez votre entreprise, vous avez besoin des clients. Donc, vous avez besoin du client pour que l'entreprise existe. Si vous créez votre entreprise, vous avez besoin des salariés. Donc, vous avez besoin des salariés pour que l'entreprise existe. Donc, on entre dans un processus d'interdépendance où nous dépendons des autres et nous avons besoin des autres pour atteindre nos objectifs afin que non seulement de manière individuelle, nous puissions atteindre nos objectifs et collectivement, nous puissions bâtir une Afrique forte qui va imposer sa voix désormais sur le plan économique, sur le plan de sa culture, sur le plan de sa consistance intellectuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, si nous sommes entrepreneurs, c'est parce que nous avons aussi besoin des salariés. Oui, je ne suis pas en train de dire, je pense que je l'ai dit dans mon direct précédent, qu'il y a un échelon de société où il y a les salariés qui sont en bas, il y a les entrepreneurs. Non, personne n'est plus important que l'autre. Et répétez encore ceci, nous sommes tous ignorants, mais pas des mêmes choses. La troisième et la dernière étape du processus évolutif, c'est l'interdépendance. Nous avons forcément besoin des autres pour atteindre nos objectifs. Si je crée mon entreprise, j'ai besoin des salariés. Quand je crée l'usine Startup Food qui fabrique le produit Choco, qui est un chocolat fabriqué au Cameroun de haute classe, j'ai besoin des personnes qui vont fabriquer ce chocolat. J'ai besoin des personnes qui vont descendre dans la rue parler de ce chocolat. J'ai besoin des personnes qui vont créer du contenu pour pouvoir présenter ce chocolat de façon professionnelle. J'ai besoin des personnes qui vont faire de la négoce internationale pour que nous puissions voir notre chocolat partout à travers le monde. J'ai besoin de toutes ces compétences-là. Je ne peux pas le faire seul. Et c'est donc ça la troisième étape du processus évolutif, c'est-à-dire l'interdépendance. Il faut apprendre que vous ne pouvez rien faire seul. Vous ne pouvez rien bâtir seul. Vous ne pouvez rien construire de sérieux et durable en restant seul. C'est impossible. Et nous allons travailler ensemble, même par la force. Et si vous voulez nous rejoindre dans notre aventure pour le faire, contactez-moi inbox et dites-moi, je souhaite devenir membre de la Startup Academy. Et je vais vous dire comment faire. Ou alors dites-moi, je souhaite bénéficier de ton offre de formation de ce week-end. Ou alors de ta formation ou de tes formations qui nous apprennent ce que tu as pu apprendre tout au long de ton parcours afin que je puisse l'implémenter au Tchad, au Togo, en Côte d'Ivoire, en France, au Canada, au Sénégal. Et je vais vous montrer le catalogue de toutes nos formations et vous pourrez en bénéficier. Parce que je ne peux pas me déplacer pour aller dans tous les pays. Je ne peux pas aller dans tous les pays du monde. Mais le peu que j'ai, aujourd'hui, la technologie nous permet de pouvoir partager cette compétence-là avec des vidéos, avec des directs comme aujourd'hui, avec des livres. J'en ai déjà publié plus de 6 livres à ce jour. Le 7e va sortir certainement au mois d'octobre de cette année. Oui, pourquoi est-ce que je me bats pour partager le peu de connaissances que j'ai? C'est parce qu'il faudrait que la connaissance soit désormais une commodité. Que ce ne soit plus ça votre obstacle. Que ce ne soit plus l'accès à la connaissance qui vous empêche de vous lancer. Mais que vous puissiez comprendre qu'ensemble, on peut être plus puissant. Donc, il était important pour moi de vous expliquer d'abord ce que c'est que le processus évolutif avant de vous montrer quelles sont les étapes par lesquelles il faut procéder lorsque vous avez un projet. Quand vous avez un projet, ce que vous devez faire, c'est de mettre d'abord en équation votre projet. Et pour ça, j'ai développé une équation que j'appelle l'équation entrepreneuriale. Ça s'appelle l'équation entrepreneuriale. Sur ma page Facebook, il y a une vidéo où j'en parle. Sur ma chaîne YouTube, ou plutôt la chaîne YouTube de la Startup Academy, il y a une vidéo qui en parle. Sur ma page Facebook, il y a même un texte que j'ai écrit qui fait plus de 10 pages où je l'explique. Ça s'appelle l'équation entrepreneuriale. C'est une équation que j'ai développée. J'en parle dans mon livre « Le jeune entrepreneur africain » et dans mon livre « Les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun ». Cette équation, c'est ce qu'il faut mettre en place lorsque vous avez une idée afin de pouvoir l'implémenter. Je vais vous expliquer l'équation, mais étant donné que le direct va bientôt finir, vous allez aller consulter la vidéo sur la chaîne YouTube de la Startup Academy ou sur ma page Facebook. Vous pouvez taper équation entrepreneuriale. Vous allez voir la vidéo ou alors vous allez voir le texte. Ou alors si vous voulez aller en profondeur, vous pourriez acquérir le livre Le jeune entrepreneur africain. Vous m'écrivez en inbox ou en commentaire. Vous dites je veux le jeune entrepreneur africain et puis vous allez acquérir ce livre ou le livre Les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun. Dans ces livres, j'en parle aussi ainsi que dans plusieurs de mes formations vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que c'est une équation à 3 inconnus de type X égale à Y plus Z. Voilà, il y a Miller qui vient de mettre l'équation entrepreneuriale en commentaire. Chapeau Miller, ça veut dire que tu connais déjà cette équation. C'est magnifique. Certainement, je vais encore la publier demain pour que vous puissiez comprendre exactement de quoi il s'agit. Alors,
L'équation entrepreneuriale, c'est l'équation X égale à Y plus Z. C'est une équation qui permet de passer d'une idée à un projet et qui vous permet d'implémenter vos idées et pour les transformer en projet afin de saisir des opportunités et gagner de l'argent. Première étape de l'équation entrepreneuriale. Tout projet débute toujours par un problème. C'est la première étape. Tout projet entrepreneurial débute toujours par un problème. Il faut toujours vous poser la question, quel est le problème qu'il y a dans mon environnement? Quel est le problème qu'il y a dans mon quartier? Quel est le problème que je rencontre à l'école? Quel est le problème qu'il y a dans les transports? Quel est le problème que je veux résoudre? C'est la première étape de l'équation entrepreneuriale. On commence un projet par un problème. On ne commence pas un projet par une idée. Non. Parce que quand vous commencez un projet par une idée, vous allez vouloir adapter l'idée par rapport à l'environnement et ça ne fonctionne pas. Parce que les gens ne réfléchissent pas comme vous. Les gens n'ont pas le même patrimoine génétique que vous, n'ont pas la même sensibilité que vous, n'ont pas grandi dans le même environnement que vous, n'ont pas bénéficié des mêmes connaissances que vous, donc ne peuvent pas avoir la même manière de penser que vous qui est matérialisée dans votre idée. Non. Ne commencez jamais un projet par une idée. Commencez un projet par un problème que vous avez identifié. Ça peut être le fait que dans votre quartier, il y a trop d'ordures dans la rue. Ça peut être qu'il y a trop d'embouteillages. Ça peut être que les gens ont des difficultés pour se connecter à Internet. Tout ça, ce sont des problèmes. Et c'est par là qu'on commence un projet entrepreneurial. Donc, dans le X de l'équation entrepreneuriale, la première chose, c'est quel est le problème que je veux résoudre. Dans le livre « Le jeune entrepreneur africain ou les 100 idées de projet à débuter sans financement », vous allez vous rendre compte que même le problème encore a plusieurs caractéristiques, notamment 7 caractéristiques. Quand vous allez lire le livre, vous allez avoir toutes ces caractéristiques-là pour savoir comment on fait pour identifier un problème et quels sont les problèmes les plus rentables qui peuvent vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent que les autres problèmes qui parfois sont très complexes à résoudre. Deuxième élément de l'équation entrepreneuriale, toujours dans le X. Dès que j'ai trouvé le problème, il faut maintenant que j'identifie la solution qui permet de résoudre le problème. Je parle bien de la solution. Parce qu'il y a une différence entre une réponse et une solution. Ce n'est pas la même chose. Je prends un exemple. Si vous avez soif, c'est un problème. Quelqu'un vous dit qu'il va vous donner les yaourts. Si vous buvez les yaourts, est-ce que vous auriez toujours soif? La réponse, c'est oui. Parce que si vous avez soif, on vous donne le yaourt. Quand vous finissez de boire le yaourt, vous auriez toujours soif. Donc, face au problème soif, le yaourt, c'est une réponse. Ce n'est pas la solution au problème. Parce que la solution au problème, c'est l'eau, tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, lorsque vous avez un problème, il faut toujours vous poser la question, est-ce que c'est une solution ou une réponse que je suis en train d'apporter? Dans le cas de figure que je viens de prendre, le problème c'était la soif. La réponse c'était le yaourt parce que ça ne résout pas totalement le problème alors que la solution c'était l'eau. Donc vous pouvez identifier un bon problème mais si vous n'identifiez pas la bonne solution, ça ne va pas fonctionner. Même si le budget c'est 1 milliard, ça ne va pas fonctionner. Donc dans le livre « Le jeune entrepreneur africain » ou encore les 100 idées de projet à débuter sans financement, j'explique comment faire pour identifier la bonne solution pour résoudre le problème que vous avez identifié. Ensuite, toujours dans le X, nous avons maintenant l'équipe. Ça veut dire, dès que j'ai identifié la solution qu'il faut à ce problème, quelle est l'équipe dont j'ai besoin qui va me permettre de résoudre ce problème? Mon équipe doit être constituée de quel type de ressources humaines? Et c'est très important de sélectionner une très bonne équipe. Dans le livre, j'explique aussi quelles sont les caractéristiques d'une bonne équipe, quelles sont les astuces et les stratégies qui vous permettent de sélectionner une très bonne équipe pour votre projet. Donc, on a fini avec le X de l'équation. Donc, je résume. Dans le X, nous avons le problème que vous avez identifié, la solution que vous apportez à ce problème et enfin, surtout et très important, l'équipe qui va vous permettre d'apporter cette solution. Après le X, nous avons le Y. Parce que je vous ai dit, l'équation, c'est X égale à Y plus Z. On a fini avec le X. Maintenant, j'arrive sur le Y. Le Y, c'est la population cible. Qu'est-ce que ça signifie la population cible? Ça veut dire qu'il y a une méthodologie qui s'appelle la méthodologie SCP. SCP, c'est mis pour segmentation, ciblage et positionnement. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous voulez vendre les chaussures. Si vous voulez vendre les chaussures, vous n'allez pas acheter n'importe quelle chaussure et commencer à proposer à tout le monde. Non.
Ce n'est pas stratégique, ce n'est pas pertinent. Comme les gens que je vois sur Facebook tout le temps qui disent chaussures, chaussures, je vends les chaussures et publient sur les statuts WhatsApp, statuts Facebook et publient partout. Non, c'est parce que vous n'avez pas bien identifié le Y de votre projet. Parce que le Y, c'est la population cible. Et quand on parle de population cible, si je prends l'exemple avec les chaussures, vous allez vous rendre compte que dans le marché des chaussures, il existe 6 segments. Parce que la première chose qu'il faut faire, c'est de segmenter le marché. Ça veut dire que vous allez par exemple prendre une population qui est hétérogène et vous allez la rendre homogène par rapport à certains facteurs ou certains indicateurs qui vous permettent de segmenter. Les facteurs, ça peut être la segmentation sur la base de l'âge, sur la base du sexe, sur la base des revenus, sur la base du quartier. Ça va dépendre de ce que vous recherchez exactement. Mais dans le cas, par exemple, de la chaussure, vous pouvez faire une segmentation sur la base du sexe. C'est-à-dire, on a les hommes d'une part et les femmes de l'autre part. Et même dans les hommes, il y a les enfants, et puis il y a les adultes. Et puis au niveau des femmes, il y a aussi des enfants, il y a des adultes. Donc ça, c'est déjà une segmentation parce qu'il faut segmenter le marché pour identifier le segment par lequel vous allez débuter et qui serait plus rentable pour vous ou plus pertinent pour vous ou qui correspond aux ressources dont vous disposez, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources logistiques ou alors des ressources matérielles. Continuons avec l'exemple de la chaussure. Dans le marché de la chaussure, il existe 6 segments. Il y a les segments bon marché, il y a les segments luxe. Dans les segments bon marché, nous avons les chaussures pour hommes, les chaussures pour femmes et les chaussures pour enfants. Et dans les segments luxe, nous avons les chaussures pour hommes, les chaussures pour femmes et les chaussures pour enfants. Ça fait au total 6 segments. Donc, il y a les segments bon marché avec chaussures hommes, chaussures femmes, chaussures enfants. Les segments luxe avec chaussures hommes, chaussures femmes, chaussures enfants. Donc, ça fait 6 segments. Donc, si vous voulez vendre les chaussures, la question que vous devez vous poser, c'est je vends les chaussures pour lequel de ces 6 segments? Il n'est pas pertinent de commencer par plusieurs segments au début. Ce n'est pas pertinent. Ce sera trop coûteux. Ça ne va pas vous permettre d'avoir une stratégie efficace, ciblée, qui vous permet d'avoir de réels résultats sur un thème qui est très court. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que si vous ne sélectionnez pas bien le segment de marché, ce qui va se passer, c'est que vous risquez de proposer un produit qui est certes pertinent, mais vous êtes en train de l'adresser à un segment qui ne correspond pas au produit que vous avez. Je vous prends un exemple. Supposons que vous vendez les chaussures. Mais la chaussure que vous êtes en train de vendre, par exemple, correspond au segment bon marché femme. Dans le segment bon marché femme, les chaussures ont certaines caractéristiques et doivent coûter un certain prix. C'est les chaussures en général grand public pour les femmes. Mais si vous prenez votre chaussure là, qui est en réalité dans le segment bon marché femme, et vous partez plutôt prospecter une femme qui est dans le segment luxe femme, ce qui va se passer c'est quoi? C'est que la femme en question va vous demander, madame, votre chaussure coûte combien? Vous allez lui dire, ça coûte 6500. Elle va vous dire, ah d'accord, merci. Est-ce que vous avez une carte de visite? Vous allez dire, oui, j'ai ma carte, vous allez fouiller votre carte là, oui, que vous avez toujours sur vous, vous avez au moins 150 cartes. Comme si la carte remplace l'inconsistance de votre cerveau. Vous allez prendre la carte de visite donnée. Elle va vous dire, ok, d'accord, madame, quand j'aurai besoin des chaussures, je vais vous contacter. C'est vraiment très joli, c'est très joli. Vous allez partir. Vous allez dire, vraiment, la femme là est intéressée par mes chaussures, elle est vraiment, waouh, je vais encore la relancer plus tard. Après, quand vous voulez la relancer, vous vous rendez compte qu'elle vous a bloqué. Je dis, mais j'écris à la femme là, ça ne part pas. Depuis que je lui ai écrit, ça ne part plus. Je l'appelle, ça ne passe pas. En fait, c'est parce que vous êtes allé proposer votre chaussure à un segment qui ne correspond pas à ce segment. Parce que le segment luxe femme, une chaussure ne peut pas coûter 6500. Donc, lorsqu'elle va vous demander seulement le prix, dès que vous allez dire que ça coûte 6500, elle va comprendre que ce n'est pas une chaussure de son segment, elle ne va jamais l'acheter. Et elle va même commencer à dégrader la valeur que vous représentez. Parce que vous n'avez pas bien segmenter et cibler votre marché pour sélectionner le segment de marché qui correspond à votre produit ou à votre service. Donc, dans le Y, c'est d'identifier la population cible, c'est-à-dire en segmentant, en ciblant et en se positionnant. Je l'explique très bien dans le livre Le jeune entrepreneur africain ou les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun ou même encore dans la formation 1 mois pour devenir mon propre patron. Si vous souhaitez bénéficier
de ces livres ou de ces formations, écrivez-moi en inbox et vous dites je souhaite bénéficier du livre Le jeune entrepreneur africain ou de la formation Un mois pour devenir mon propre patron ou le livre Les 100 idées de projet à débuter sans financement au Cameroun ou tous les autres livres et formations que je propose et puis je vais vous dire comment faire pour les acquérir. Le direct est très court, ça ne me permet pas d'aller réellement en profondeur. Je vous prends juste quelques exemples pour que vous puissiez comprendre quand même comment ça se fait et que vous puissiez corriger vos projets et que vous puissiez mieux développer les idées que vous avez. Et enfin, nous avons le Z. Parce que je vous ai dit l'équation c'est X égale à Y plus Z. J'ai développé X, j'ai développé Y, maintenant je termine par Z. Z, ce sont les moyens de communication qui permettent de toucher Y, c'est-à-dire qui permettent de toucher la population cible ou plutôt le segment de marché que vous avez sélectionné. Et dans les moyens de communication que j'appelle encore les channels dans le livre et dans les formations, vous avez des moyens de communication directs et des moyens de communication indirects. Un moyen de communication direct, c'est par exemple le fait d'être au marché. Parce que quand vous êtes au marché, vous êtes en contact direct avec le prospect qui pourra devenir un client si vous réussissez à lui vendre votre produit. Vous êtes en contact direct avec un client si vous êtes peut-être à une conférence. Vous êtes en contact direct avec un client si vous allez faire une prospection physique. Ça, c'est par exemple la communication directe ou alors les moyens de communication directe. Ou alors, vous pouvez utiliser les moyens de communication indirects, comme par exemple la télévision, comme par exemple la radio, ce qu'on appelle les médias classiques, ou tout simplement Internet, ou les réseaux sociaux, beaucoup plus spécifiquement, par exemple Facebook, WhatsApp, etc. Dicalo, j'ai fait un coucou à Alain et Cambi ici. Donc, ça, c'est les moyens de communication indirects. Et vous devez toujours vous poser la question, le segment de marché que j'ai choisi, quel est le moyen de communication le plus pertinent pour le toucher directement? Parce que dès que vous auriez identifié ça, vous n'allez pas papillonner partout sur Internet, saturer les gens. Vous allez en commencer à envoyer vos messages à tout le monde, partager vos chaussures à tout le monde, vous saturez, vous emmerdez les gens parce que vous n'avez pas de stratégie, parce que vous ne voulez pas vous former, parce que vous ne voulez pas apprendre à bien faire. Ne saturez pas les gens. C'est comme ça qu'on vous bloque partout. C'est comme ça que partout quand vous arrivez, les gens fuient. Les gens tournent la tête parce qu'ils ne veulent même pas causer avec vous. Parce qu'ils savent que vous allez les saturer avec vos produits, avec vos services. Vous allez raconter comment mon produit là, ça sauve la vie des gens. Mon produit là, je veux dire, ça guérit les morts. Non, vraiment. Posez-vous toujours la question, est-ce que je suis en train de m'adresser à mon segment de marché? Comment faire pour identifier mon segment de marché? Quels sont les moyens de communication qui me permettent de toucher spécifiquement mon segment de marché pour ne pas saturer les gens inutilement alors qu'ils n'ont pas besoin de votre produit? Donc, il faut arrêter ce marketing agressif, bête, stupide, idiot qui vous rend pauvre au final, fatalement. Alors, il est maintenant très important de comprendre quelque chose de fondamental. Alors, cette chose, c'est quoi? C'est le fait que donnez-moi une seconde. C'est le fait que il est fondamental de comprendre toutes ces stratégies. Parce que si vous ne comprenez pas ces stratégies, la conséquence, c'est que vous n'allez pas savoir comment vous comporter. Vous allez parfois avoir un bon produit, un bon service, mais étant donné que vous n'êtes pas en train de vous adresser au bon segment, ça ne fonctionne pas. Et vous allez vous dire, vraiment, on m'a maudit. Vraiment, mes grands-pères au village m'avaient maudit quand j'étais petit. Vraiment, les gens ne m'aiment pas. Le monde est mauvais. L'homme n'aime pas l'homme. Vous allez commencer à dire que vraiment, on ne soutient pas les jeunes qui se lancent en entrepreneuriat. Vous allez encore aller devant le poteau. Dire au poteau que vraiment, sauve-moi, délivre-moi. Non, ce n'est pas le poteau le problème. Ce ne sont pas les hommes le problème. Ce n'est pas l'État le problème. Ce n'est pas les grands-pères du village le problème. Le problème, c'est toi qui es inconsistant sur le plan intellectuel. Le problème, c'est toi qui ne veux pas te former. Le problème, c'est toi qui ne veux pas apprendre l'expérience des autres. Le problème, c'est toi qui ne comprends rien en marketing, rien en communication, rien en stratégie, rien en intelligence économique, rien en espionnage industriel, rien en gestion. Le problème, c'est toi. Et si toi aussi, tu veux arrêter d'être ces personnes qui se plaignent tout le temps, qui disent tout le temps qu'on ne m'aime pas, qui disent tout le temps que je ne sais pas quoi faire, qui disent tout le temps qu'on ne me soutient pas, je mets à votre disposition 3 formations exceptionnelles. Je vais vous présenter les formations une après une. La première formation est destinée aux gens qui ont de l'argent. Ça veut dire, si vous avez de l'argent, vous voulez investir,
Vous ne savez pas dans quel secteur d'activité investir. Vous ne savez pas ce qui peut vous générer des revenus à court, à moyen ou à long terme. Vous avez de l'argent plein dans votre compte bancaire, mais vous vous demandez, mais je peux investir dans quoi? Quelle est l'activité qui peut me générer des revenus pour que enfin je puisse même gagner de l'argent sans avoir besoin de travailler? Je vous recommande cette formation qui s'appelle Investir en Afrique. C'est une formation de 16 heures de temps en vidéo où je vous explique quelles sont les opportunités d'affaires que vous pouvez saisir en Afrique qui vous permet de transformer votre argent en revenus passifs qui vous permettront de gagner de l'argent, même si vous ne travaillez pas, parce que vous créez un système qui vous permet de gagner de l'argent. Ça, c'est la première formation de l'offre de ce week-end, uniquement valide entre le 21 et le 24 août 2020. La formation Investir en Afrique. La deuxième formation, c'est une formation mythique qui s'appelle « Un mois pour devenir mon propre patron ». Alors, cette formation est orientée pour des personnes qui ont des idées, pour des personnes qui n'ont pas d'emploi, pour des personnes qui ont perdu leur emploi après peut-être la Covid, on les a virés, pour des personnes qui viennent d'avoir leur diplôme ou pour des étudiants qui ont des idées, qui ne savent pas comment faire pour les implémenter. Je vous recommande la formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». C'est une formation qui fait 40 heures de vidéo dans laquelle je partage avec vous toutes les stratégies qui vont vous permettre de passer de votre idée à devenir un patron, gagner de l'argent. Et c'est aussi orienté vers des personnes qui ont déjà des projets, mais leurs projets ne fonctionnent pas de manière optimale comme elles le souhaitent et elles souhaitent avoir de nouvelles stratégies pour pouvoir mieux développer leur projet. La formation « Un mois pour devenir mon propre patron ». C'est la deuxième formation qui est comprise dans l'offre. Et enfin, vous avez une formation bonus qui s'appelle « L'art oratoire pour les nuls ». Pourquoi l'art oratoire pour les nuls? Parce que vous ne pouvez pas être un entrepreneur performant si vous n'avez pas des qualités oratoires. Si vous ne pouvez pas vous placer devant des investisseurs et les convaincre à acheter vos produits, à acheter vos services, à investir dans votre projet. Si vous ne pouvez pas vous placer devant un client et convaincre ce client qui vous disait « c'est trop cher, j'ai déjà un produit », vous réussissez à contourner son objection jusqu'à le pousser à l'acte d'achat. Vous ne pouvez pas être quelqu'un de respecté dans la société si vous n'avez pas de compétences en art oratoire. Vous ne pouvez pas être un politicien performant si vous n'avez pas un art oratoire qui vous permet de convaincre et de pouvoir être persuasif pour pousser les gens à vous voter. Vous ne pouvez pas le faire. En fait, il n'y a aucune compétence dans laquelle vous pouvez exceller si à un moment donné, vous n'avez pas de compétences oratoires. Dans la formation, l'art oratoire pour les nuls, c'est une formation qui fait 3 heures où je vous montre tous les secrets qui feront de vous des orateurs excellents.